Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi un programme en ligne, Naissance holistique, créé par deux doulas franco-australiennes pour que les couples puissent se préparer en confiance et en conscience à la naissance et au postpartum. C'est alors 41 thématiques qui sont abordées dans ce programme en format audio et visio avec des professionnels tels que pédiatres, sages-femmes, naturopathes, conseillères en lactation. Une vision holistique de la naissance pour que vous et votre partenaire puissiez vous sentir informés, confiants et puissants le jour J. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Sarah Mama que je reçois dans mon espace. Sarah Mama est maman de 5 enfants. Elle revient dans cet épisode sur ses différentes naissances et surtout sur ses dépressions postpartum, sur sa santé mentale, mais aussi sur sa résilience. Un parcours, une histoire qui l'a mise sur ce chemin qu'elle parcourt auprès d'autres femmes aujourd'hui en tant que doula postnatale. Un épisode saisissant et singulier que je vous laisse sans plus tarder découvrir. Bonjour Sarah Mama. Bonjour Marion. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui au micro. C'est toi qui m'as contactée sur Instagram et je me suis plongée, en tout cas dans ton univers. J'ai découvert ton compte. J'ai découvert une partie aussi de ton histoire, de ta maternité et tout l'accompagnement que tu proposes, que tu as proposé aussi par la suite. Et vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Notre premier appel, on en a eu un deuxième également, où tu as pu déposer une partie de ton histoire dans un échange entre nous, dans un premier temps. Et c'est vrai que c'était une évidence pour moi de te proposer cet épisode pour que tu puisses nous parler de ta maternité qui est intense puisque tu as 5 enfants et aussi sur ce que ça a réveillé en toi, ce que ça a évoqué dans le beau et dans le moins beau, et c'est ce qui a amené aussi à l'accompagnement que tu proposes aujourd'hui. Donc voilà, tu as toute ta place aujourd'hui et je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager ce micro avec toi. Alors sans plus tarder, je vais te laisser te présenter brièvement, ta petite famille aussi, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Écoute, merci beaucoup Marion de me permettre de pouvoir être là avec toi aujourd'hui et de témoigner, de me laisser cet espace. Ouais, c'est vrai qu'on a eu des échanges assez riches et qui m'ont énormément touchée aussi moi de mon côté. Alors, je suis Sarah Mama, du coup, j'ai 30 ans et j'ai 5 enfants. Donc, le plus grand, Cameron, il a 11 ans, Eden Rose, 7 ans, Yoram Ephraim, 5 ans, Ishamir, 3 ans, et Talia Grace, qui a 23 mois. Donc, bientôt les 2 ans. Donc, voilà. Et puis, je suis mariée avec mon mari depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Donc, voilà. Le cadre est posé, hein. 30 ans, 5 enfants, c'est bon, là, tu poses le cadre. Alors, justement, donc c'est ce qu'on avait décidé aussi ensemble. Effectivement, comme tu as eu 5 enfants et que tu as eu aussi, tu vas pouvoir nous en parler, en tout cas, si tu le souhaites, une grossesse aussi qui s'est interrompue précocement. Exactement. Ça fait quand même effectivement beaucoup pour pouvoir en parler peut-être en détail, comme je peux le proposer dans les autres épisodes où voilà, en général, il y a 1 ou 2 enfants. Mais toutefois, tu auras tout autant le temps de parole qui te sera consacré, dans le sens où tu vas pouvoir nous déposer chronologiquement
Qu'est-ce qui t'a Mmh. marqué dans chacun de tes accouchements, de tes grossesses, de tes postpartum aussi? Et qu'est-ce qui a pu changer aussi au fur et à mesure dans toi, ton cheminement, ta façon de penser ou d'aborder aussi ta maternité? Alors, je te laisse peut-être commencer avec ta première grossesse. Comment elle est Ouais. arrivée? Ouais, c'est assez riche. Et bah, écoute, bah, du coup, j'ai eu mon enfant assez jeune, donc je suis tombée enceinte à 17 ans, j'ai accouché à mes 18 ans. Pas prévu du coup, mais bon, voilà, j'aime pas trop le mot accident, mais voilà, il était pas prévu, il est arrivé comme ça dans ma vie. Faut juste savoir, moi, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et assez exigeante aussi, même dans la vie. J'avais tendance à tout planifier, donc c'est vrai que, enfin, j'avais une idée de ce que je voulais faire à l'instant T plus tard. Et c'est vrai qu'il est arrivé, il a un petit peu chamboulé du coup tout ce que j'avais prévu. Mais enfin voilà, en tout cas, je me voyais pas qu'il ne fasse pas partie de ma vie, donc voilà, je l'ai gardé. Et puis j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que bah son père était là avec moi alors que voilà, qu'on nous étions très jeunes et que ça faisait pas longtemps que nous étions ensemble. Euh, donc voilà, j'estime quand même que c'est quand même une chance et qu'il soit encore présent dans sa vie actuellement. Bah, j'habitais chez ma mère, du coup, j'étais à l'école, j'étais, voilà, bah, je suis coiffeuse, du coup, depuis un long moment. Donc voilà, j'étais encore étudiante à ce moment-là. Mais voilà, j'avais quand même, je travaillais. Et en fait, je me suis jamais posé de questions, moi, dans enfin, maternité, de manière globale. Enfin, j'ai toujours regardé cette partie un petit peu, comment dire, c'est pas naïf, mais du coup, d'insouciance, voilà, c'est le mot, où je me posais pas de questions particulières. Et en même temps aussi, c'est quelque chose dont on parlait pas. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de naturel et ça l'est, mais ça veut pas dire que parce que c'est naturel qu'il faut pas être accompagné. Et bah voilà, il y avait pas forcément d'accompagnement du tout. Et ma mère aussi nous a, enfin, jamais vraiment parlé de ses maternités, mais elle m'a jamais parlé, par exemple, de difficultés particulières. Bon, je me suis rendu compte qu'il y avait une difficulté parce qu'elle a eu ma sœur. Du coup, bah, j'étais jeune, j'avais 16 ans. Je venais d'avoir mes 17 ans quand j'ai eu ma petite sœur. Donc, ma mère, elle a eu une césarienne et c'était assez compliqué. Donc là, je me suis rendu compte, en fait, que ça pouvait être bah, dangereux, en fait, quelque part, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, surtout aujourd'hui, de se dire voilà qu'une mère peut mourir à l'accouchement, c'est pas quelque chose qu'on pense aujourd'hui. Et voilà, j'ai vu en fait ce côté-là, du coup, que voilà, ça pouvait être dangereux. Et je me rappelle que voilà, que j'étais tellement heureuse que ma sœur soit là et que enfin qu'elle soit en vie toutes les deux, parce que voilà, c'était assez dur pour elle. Donc voilà, mais en même temps, je ne posais pas de questions. Donc voilà, et puis j'ai jamais eu peur de l'accouchement non plus, malgré ça, tu vois, j'ai Ouais. jamais eu peur de l'accouchement. Ouais, parce que ça Euh, aurait pu, hein. Bah oui, ça aurait pu, tu vois, ça aurait Mmh. pu me faire peur, mais non, pas du tout. Ouais. Enfin voilà, pour ma sœur, enfin c'est pas quelque chose que j'ai retenu. Je me suis dit voilà, enfin c'est vrai que c'était compliqué, machin et tout, et je l'ai vu, j'ai même vu avec des copines, mais voilà. Donc ouais, j'ai jamais eu peur de l'accouchement. Pour moi, voilà, encore une fois, c'était quelque chose de naturel et qui me posait pas de questions. Très sincèrement, pourtant j'étais jeune, hein, j'aurais pu Ouais. avoir toutes les peurs, mais pas du tout. Ouais. Ouais. Donc je me suis laissée guider. Ma maman m'a dirigée vers une sage-femme à la PMI. Je connaissais pas les PMI, donc voilà, j'ai découvert. En fait, je me suis vraiment laissée porter. Elle m'a montré ce qu'il fallait faire. Donc j'ai fait un peu bêtement, mais en même temps, enfin voilà, j'ai fait tous les rendez-vous classiques, machin, tout ça. Je me suis jamais posé de questions sur l'accouchement. Pour moi, l'accouchement, c'est vraiment l'image bah, qu'on nous renvoie. Donc à l'hôpital, les pieds dans les étriers, Oui. avec une péridurale, parce que Mmh. voilà, c'était impossible. Enfin, pour moi, en fait, je ne savais même pas qu'on pouvait accoucher sans péridurale, très Mmh. clairement. Mais c'est Euh, intéressant surtout parce que t'avais ton jeune âge et tout, donc ça, c'était ta oui, vision vraiment et je pense qu'il y en a beaucoup ouais, qui ont cette vision aussi, donc c'est intéressant, ouais. ouais, exactement. Donc c'était ça, à l'hôpital, à la maternité. En plus, j'étais contente parce que c'était une nouvelle maternité, donc elle était toute belle. Un petit plus. Mais voilà, c'est vrai, j'étais contente que voilà, ce soit un bel établissement quand même, quoi. Donc Mmh. voilà. Oui, donc voilà, j'ai cette image-là. Et moi, je me rappelle ce qui m'a choquée. Donc, faut savoir que j'ai accouché hyper vite. Ça allait vraiment très très vite et j'ai pas eu le temps d'avoir la péridurale du coup Ah! parce que bébé est arrivé hyper vite. En fait, j'ai Ouais. rompu la pose des os dans la salle
de travail. Et une fois que j'ai perdu la poche des jours, bébé était là, en fait. Donc, Ouais, donc très rapide. Ouais. exactement, je les ai appelés, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, désolé madame, il n'y aura pas de péridurale. Je me rappelle, j'aurais dit non. Ils m'ont dit oui. Et en fait, ça allait tellement vite que je me suis encore une fois laissée porter aussi, mais ça n'a pas du tout été traumatisant non plus. Je me rappelle, c'était hyper intense, mais c'était pas du tout traumatisant. Et puis aussi la sage-femme, je me rappelle, je l'ai vue vraiment qu'au moment de mon accouchement. Mais je me rappelle qu'elle était hyper rassurante, hyper dynamique à m'encourager et tout ça. Et j'ai bien aimé son énergie et je me rappellerai toujours, je me rappelle pas de son prénom, je pourrais le voir sur le carnet de santé de mon fils, mais j'ai toujours son image d'une personne hyper bienveillante, hyper, voilà, qui me motive et tout. Et ça, j'ai vraiment Soutenante, apprécié. ouais. Ouais, exactement. Et je me rappelle, il devait avoir du monde quand même dans la salle parce que j'ai accouché hyper vite, mais en fait je me rappelle que de elle, en fait, vraiment focus sur elle. Enfin voilà, c'était assez intense et tout, mais j'étais contente. En plus j'ai pas eu de déchirure, légère, c'était très léger, mais voilà, j'ai pas eu de déchirure ou quoi. Donc voilà, non, franchement je garde un très très beau souvenir de cet accouchement, de mon premier enfant. Donc voilà, hyper beau, très épuisée parce que tout le monde était passé me voir à la maternité, j'en pouvais plus. Ah, d'accord. Donc c'était la visite du Ouais. du jour. OK. Oui, c'est Ouais. ça. En plus, voilà, on est jeunes. Il y avait les copains de son père, mes copines, ma famille. C'est quand même aussi le premier petit Bah oui, enfant. c'est sûr. Ouais. Donc Mmh. voilà, ouais, c'était un peu l'événement. Donc oui, il y avait du monde, mais je me rappelle, ouais, j'étais hyper fatiguée. Je me suis même endormie une fois où il y avait beaucoup de monde, quoi. Donc ouais, donc voilà. Donc avec le recul que j'ai aujourd'hui, je pense avoir fait, en tout cas, commencer une petite dépression. Donc baby blues, ça oui, en plus je l'ai fait à tous mes enfantements. Mais en maternité, c'est toujours en fait un petit baby blues, mais dans le sens où la veille, en fait, que je savais que j'allais partir de la maternité, c'est comme si, voilà, il y a une page qui se tourne et c'est une C'est nouvelle vie. ça. Donc Mmh. voilà, juste Ouais. réaliser que mon bébé il est là, donc voilà, pleurer comme ça parce que voilà, je réalise qu'il est là, que c'est une nouvelle vie, mais voilà, c'était pas dramatique et c'était fini très très vite, que j'étais heureuse et pressée même de rentrer chez moi à chaque fois. Mais oui, avec le recul, pour mon premier, je pense que ça va commencer une petite dépression parce que je me rappelle que je pleurais parce que le père de mon fils, voilà, n'était pas, on n'était pas ensemble. Enfin, moi, j'habitais chez ma mère et lui chez son père. Donc voilà, je pleurais parce que voilà, il pouvait pas rester. Je pleurais parce que ouais, me rendre compte que j'ai un bébé, quoi. Je pense que ça m'a quand même chamboulée C'est aussi. sûr, c'est sûr. Et Euh, t'étais encore en études à ce moment-là? oui, j'étais encore Ouais. en études justement, donc ce qui est cool, c'est qu'en fait, c'est quand même bien tombé parce que j'ai accouché en mai et du coup, j'ai été arrêtée jusqu'à ma rentrée de septembre, donc j'ai retapé mon année, mais au moins j'ai pu rester avec mon enfant jusqu'à septembre. Avec le recul, je me dis c'est quand même une grande chance parce que il était tout petit, quoi. Donc ouais, donc voilà. Et du coup, ce qui m'a, on va dire, sauvée entre guillemets de cette dépression, c'est justement de retourner à l'école et au travail. Parce que j'ai pas eu le temps de me plonger là-dedans et tout ça. Et puis, quand même, il y avait encore cette partie un peu insouciance où c'est vite passé aussi. Enfin, l'été est arrivé. Enfin, voilà, je m'occupais de lui, tout allait bien après, par la suite. Mais ouais, je me rappelle de cette petite sensibilité parce que j'avais une copine qui était passée me voir et passée voir ma maman aussi avec sa mère. Et je me rappelle que j'avais le regard dans le vide et tout, voulait voir mon fils. Enfin, moi, j'étais vraiment pas trop Mmh. absente. Et en Ouais. plus, j'avais une petite culpabilité parce que mon fils bébé, il a fait comment comment ça s'appelle? Truc urinaire là. Une Une infection? infection urinaire, Mmh. voilà. D'accord. Il a Ouais. fait une infection urinaire et en fait, chez les enfants, surtout quand ils sont tout petits comme ça, c'est hyper dangereux et je ne Et savais oui. pas. Ouais. Donc je me dis malheureusement ma mère elle était là parce que j'aurais été toute seule, j'aurais jamais vu ça. Donc ouais, une petite culpabilité de ce côté-là, à savoir est-ce que je suis une bonne mère. Enfin, ces trucs-là, c'est vite parti, mais ouais, c'était hyper dur. Donc voilà le contexte pour mon premier. Après j'ai eu ma fille, du coup mon deuxième enfant qui est arrivé 4 ans après. Donc j'étais plus avec le père de mon fils, donc c'est avec mon mari actuel que j'ai eu ma fille Eden Rose. Euh, et là en fait, je me suis arrêtée de travailler pour pouvoir m'occuper de ma fille. Euh, j'ai toujours eu ce truc-là de vouloir, enfin, en tout cas d'avoir conscience de vouloir d'être à la maison pour m'occuper de mes enfants
parce que, en tout cas, avec mon fils à l'époque, je le voyais pas beaucoup. Et j'avais toujours ce truc-là de me dire, un jour, je m'arrêterai pour pouvoir me poser et m'occuper de lui, en fait. Mais en même temps, je suis quelqu'un, comme je disais, assez de base qui planifie toute ma vie et assez dynamique aussi. Et le fait de m'arrêter, en plus, ça a été un peu brutal parce qu'en fait, le contexte que je me suis arrêtée, c'est parce qu'en fait, j'avais changé de salon de coiffure. Donc, j'étais diplômée, machin et tout. J'ai travaillé dans un salon, celui qui m'avait embauchée depuis plusieurs années. Et je voulais changer. Donc, j'avais changé de salon. Et j'étais en période d'essai. Donc, en fait, dès qu'elle a su que j'étais enceinte, elle m'a virée. Donc, normalement, elle n'a pas le droit. Mais bon, voilà, elle s'est dit, voilà, c'était la période d'essai. Donc, elle a trouvé une excuse pour me virer. Donc voilà, donc c'était assez brutal et en fait, ouais, le fait de me retrouver comme ça du jour au lendemain à la maison et surtout avec tous ces préjugés qu'il y a autour d'être mère au foyer, hein, bah ouais, ça a été brutal, ça a été vraiment brutal. Ouais, je pense que c'est vraiment le côté, je pense que je me serais adaptée comme tout le monde, hein, mais c'est vraiment le côté de tous ces préjugés ouais, qui m'ont vraiment, waouh, je me suis dit, ah oui, d'accord, je rentre encore une fois dans un autre monde là et ça va C'est pas ça, être de facile. faire face, en fait, à ce jugement, à ce regard ou Ouais, peut-être même à ces réflexions, un peu de la société, peut-être de ton oui. entourage. Exactement, c'est Mmh. ça, c'est que de se dire déjà, je suis quelqu'un de jeune, Ouais, j'avais ouais, je j'avais vois. ouais 22 ans. Ouais, voilà, je suis jeune, je suis mère au foyer, voilà, c'est mon deuxième enfant et en plus par la suite, comme vous avez compris, j'en ai 5 donc voilà, j'ai Oui, eu d'autres enfants. Donc ouais, tous ouais. ces préjugés-là, après je cumule, voilà, avec la CAF et tout, enfin bref, tous les préjugés qui va autour. Bah, oui. Et en plus, faut le dire, enfin là, vous me voyez pas, mais je suis noire, donc Mmh. voilà, il y a tout qui va avec. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc voilà, pour mon deuxième enfant, je me suis pas posé de questions. Suivi classique chez une gynéco. Et voilà, je me suis laissée porter, pas posé de questions plus que ça. Et donc voilà, dans la même maternité que j'avais accouché mon premier, j'aurais pu encore une fois accoucher sans péridurale parce que ça allait hyper vite. Mais comme je ne savais pas si ça allait être aussi vite que mon premier, j'ai choisi la péridurale. Tout s'est bien passé, mais personnellement, j'ai pas aimé avec la péridurale dans le sens où les sensations ne sont pas les mêmes. Et j'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié, en sachant que j'ai pas été, anesthésiée de partout. Donc, et puis j'avais pas appris à accoucher justement. En fait, j'ai compris l'importance des cours de préparation de l'accouchement par rapport en fait à la péridurale parce que t'as pas la même manière de pousser, tu Et ressens pas bien sûr, bah, bien sûr. les mêmes Mmh. sensations, la même chose. Donc, on a besoin de te guider. Et ça, je l'ai compris à ce moment-là. Et du coup, la sage-femme a été déjà, elle m'avait poussée. Donc, je trouve ça cool par rapport en fait elle a eu mon dossier précédent de mon fils, donc à me pousser à accoucher sans péri, mais en même temps, du coup, moi, voilà, j'étais pas trop réceptive. Mais Respecte ton choix, ouais. Mmh. ouais, voilà, c'est ça. Mais j'ai quand même eu cette sensation qu'elle était un petit peu saoulée, à se dire, elle aurait pu faire sans péri, et du coup, voilà, que je poussais mal. En même temps, je savais pas quoi. Donc voilà, je l'ai senti quand même un peu agacée, donc j'ai pas trop aimé. Et mais en même temps, voilà, tout s'est bien passé. J'ai eu ma fille et en plus, j'ai su après par la suite qu'apparemment, j'avais une zone péridurale assez basse. Donc pour la récupération, pas très cool quoi. Et effectivement, ouais, j'ai eu quand même des douleurs de dos, c'était un peu chiant mais bon, c'était pas non plus dramatique. Mais ouais, je me suis dit: «Ah oui, quand même», ce que je trouve aussi dommage, c'est que on nous pousse à la péridurale, mais on nous explique pas non plus tout ce qu'il peut y Les avoir. conséquences, ah bah, bien sûr. Ouais, non, Mmh. Mais non, tant non, sur on l'accouchement, te tu as dit raison, tant sur l'accouchement, que sur l'après aussi, c'est vrai. c'est vrai, ouais, parce que on te pousse, ouais, c'est trop bien, ouais, parce qu'ils le vendent un peu comme ça, parce qu'ils veulent que tu aies une péridurale, très clairement. Surtout que moi, j'ai accouché dans une maternité où ils sont quand même médical plus, plus, plus. Donc, voilà, oui, et voilà, ils sont pour la péridurale, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais j'aurais aimé qu'on nous explique plus, voilà, l'après, enfin, que c'est pas quelque chose d'anodin, en fait, tout simplement. Et ouais, on le fait pas assez, je trouve. Donc ouais, et ma mère qui s'est beaucoup plaint par la suite de douleurs de dos, elle personnellement. Euh, et ouais, je me suis dit ah ouais, franchement, si je peux le faire sans péri, je le ferai après par la suite sans péri. Euh, donc voilà, oui, je me rappelle juste pour mon premier, ce qui m'avait choqué quand je suis rentrée dans ce monde de la maternité, c'était peut-être un truc vraiment bête, hein, mais moi, je me suis regardée. Une fois que j'ai accouché, j'ai regardé mon ventre et j'étais choquée qu'il soit Oui. aussi flasque et qu'il soit pas tout plat tout de suite. Alors c'est peut-être bête, hein, mais Ouais, moi, c'est une enfin, dans ma réalité, ouais. tête, Mmh. c'est pas quelque chose qui
encore une fois, c'est des choses qu'on dit pas, donc ça m'a Ouais. choquée personnellement. Ça fait partie de Euh, tout cet appris, en fait, dont on ne parle pas, en fait. C'est vrai. ouais, Mmh. exact. Mmh, mmh, mmh. Donc ouais, je me rappelle, c'est un truc qui m'a un peu choquée. Et aussi tout ce qui est, du coup, conseils non sollicités aussi. Ah oui. Ça m'a Oui, c'est choquée. vrai. Mmh. Surtout qu'encore une fois, j'étais hyper jeune. Donc en fait, j'en avais même par des gens dans la rue qui se permettaient de me dire, je sais pas, si pour eux, ils jugeaient que je portais pas bien mon enfant, bah, je me le prenais dans la tête, en fait. Mais de manière très méchante, et très jugeante, de personnes qui se permettaient de me dire certaines choses dans la rue. Donc c'était assez perturbant. Ah ouais, donc ouais, ça m'a vraiment choquée. Je me suis dit: «Ah ouais, on rentre quand même dans un monde, c'est quand même un autre level, où les gens se permettent de te conseiller plein de choses». Donc des fois, c'est hyper bienveillant, mais c'est plus le truc que tu dois faire comme ça, donc je te l'impose, plus qu'on te donne des conseils. Donc ça, j'ai pas trop aimé, mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà, donc pour revenir du coup à ma deuxième, bah voilà, tout s'est bien passé. Et encore ce truc-là de ouais, dépression, là, du coup, ça a commencé vraiment, je peux dire que j'ai eu des dépressions postpartum. Donc il faut savoir en fait que dans mon histoire, qui va caractériser, le mot qui caractérise, c'est vraiment gros désert. Vous allez C'est le ça. comprendre. Mmh, Il y mmh. aura un gros désert autour de ce que j'ai vécu, et une grosse violence aussi. Et très clairement, hein, chaque fois que je raconte mon histoire, j'ai l'impression que que je l'ai pas vécu et que c'est complètement digne d'un film, mais pourtant c'est ce que j'ai traversé. Donc voilà, donc à l'époque, en plus, on parlait vraiment pas de dépression postpartum, donc voilà, ouais, ça a commencé à être assez lourd. En fait, pour illustrer, j'ai toujours eu ça avec mes enfants après par la suite, c'est que un rejet de mon enfant, en fait, beaucoup de culpabilité à me dire que j'étais une mauvaise mère, beaucoup pleurer. Et après, ouais, un rejet, en fait, je pense avec la fatigue et tout, un rejet, parce que moi, j'ai allaité tous mes enfants. Et ma fille a été mon allaitement le plus long parce que ça a été jusqu'à ses 2 ans et demi, ouais, jusqu'avant ouais, la veille qu'elle rentre à l'école. Donc, parce que ma fille est née le 31 août, donc la rentrée, c'était le 1er septembre. Donc, ouais, elle a eu le lolo pendant un long moment. Donc ouais, le rejet de vouloir donner le sein dans les débuts, mais de me dire bah de toute façon je suis obligée parce que je suis la seule à pouvoir donner le sein, donc et je voulais pas donner le biberon. Donc ouais, non, c'était assez dur. Donc ça a toujours été un peu comme ça. Et ouais, sombrer dans une dépression sans comprendre pourquoi, même avec le recul aujourd'hui. Enfin, de toute façon, c'est ce qui caractérise même la dépression de manière générale, c'est qu'on pourra pas expliquer notre mal-être en fait profond. Mais il y a aussi tous les traumas de mon passé, de mon Bien vécu quand sûr. j'étais jeune, Mmh. qui est remonté. Mmh. Moi, il faut savoir que j'avais très, très peur d'avoir une fille. Je voulais pas de fille. Et c'est dû à D'accord. mon histoire parce que voilà, j'ai subi une agression étant jeune. Mmh, bien sûr, oui. Il Et y a un lien souvent, ouais. Mmh. ouais, ouais. Et du coup, j'avais trop peur d'avoir une fille et ça me terrorisait. Donc, savoir que c'était une fille, bah ouais, c'était angoissant. Donc, Ouais. pendant la grossesse, pas du tout. Mais c'est vraiment après, bah, ouais, je crois que je me suis vraiment pris, bah voilà, avec la matrescence, hein, ce truc-là de tout ton passé qui remonte. Je pensais que c'était vraiment des placards qui étaient bien rangés, que je voulais plus ressortir, que je voulais pas régler en plus. Et bah voilà, qu'ils soient remontés à la surface et c'était assez violent. Donc ouais, je me rappelle, je faisais des rêves de voilà ce qui s'est passé quand j'étais jeune. Voilà, c'était hyper violent. C'était dur même avec mon mari. Enfin, ouais, c'était assez dur et un mal-être profond, inexpliqué. Ouais, et une grande solitude. Alors, moi, il faut savoir que j'ai un mari, voilà, pour moi exceptionnel parce qu'il est très à l'écoute et il a toujours cherché à me comprendre, bien qu'il me comprenait pas et que je voyais qu'il me comprenait pas et c'était hyper frustrant qu'il me comprenait pas aussi, heu, mais qui a toujours cherché à comprendre et à m'accompagner du mieux possible et qui prend très bien sa place de père, son rôle. Donc voilà, voilà, j'ai beaucoup de chance, de ce côté-là, mais ouais, c'était assez dur, de son côté aussi. Tu as jamais été Donc accompagnée justement sur, non, ce passé-là? non, non. Ou d'accord, OK. Non, jusque-là, non, pas D'accord. du tout. Et en même temps, je ne comprenais pas encore que c'était des traumas qui remontaient. Oui, c'est vrai, Voilà, ouais. Mmh. j'avais Sur le plus moment, des ouais. Mmh. vagues, oui, Mmh. des choses qui remontaient, comme je disais, beaucoup de cauchemars et tout. À me demander aussi, est-ce que c'est vraiment vrai? Ça se trouve que c'est moi qui suis folle, que ça s'est jamais passé. Enfin, vraiment des trucs comme ça. Donc c'est assez violent. Donc, bah, aussi dans la construction d'un couple, c'est compliqué parce que moi, j'ai grandi avec une mère aussi célibataire et
Je suis hyper indépendante aussi parce que voilà, j'ai grandi comme ça et du coup introduire quelqu'un dans sa vie, déjà j'avais déjà mon fils, j'étais déjà en place, voilà, mon travail et tout. En plus tout Ouais, ça, enfin je pense que ça fait quand même beaucoup. c'est C'est pas sûr, ouais. forcément Mmh. évident. Donc voilà, donc 2 ans après, j'ai eu mon troisième enfant, donc Yoram Ephraim. Et là, ouais, je sentais le passage de un à 2 quand même, ça allait pour moi. Mais là, je me sentais quand même assez épuisée et surtout que c'est des schémas qui se répétaient. Donc je comprenais pas à chaque fois. Je me suis dit, bah là, c'est bon. Pour mon troisième, je me suis dit là, c'est bon. Bah ça va aller mieux en fait. Et en fait, pas du tout. C'était pire. Mon état était pire à chaque fois. Donc là, moi, je pensais vraiment que j'étais folle, très clairement. Je pensais que j'étais folle, je pensais que voilà, que j'étais vraiment, en plus, voilà, de me dire que je suis une mauvaise mère. Et là, je me dis, oui, je suis vraiment une très mauvaise mère. Je suis pas normale, en fait. Il y a quelque chose qui se passe dans ma tête, je suis pas normale. Surtout que j'avais aussi, je faisais beaucoup de phobie d'impulsion. Enfin, et j'en parlais à mon mari, ça par contre. Je me rappelle une fois, j'avais peur de faire mal à mon grand dans la douche et je pleurais et je l'ai appelé en grande détresse. Il m'a dit, lui, il me rassurait tout le temps. Donc, heureusement qu'il était là à contrebalancer, à tout le temps me rassurer, à me dire que j'étais une bonne mère, à me dire que j'y arrivais, que je m'occupais très bien des enfants. Et moi, non, je le voyais pas, ça, que je m'occupais bien des enfants et tout. Et en même temps, à m'épuiser, à vouloir être cette mère parfaite qui n'existe pas et aussi, parce que voilà, j'avais ce regard de mère parfaite, moi, par rapport à ma maman. Donc, ma mère m'a jamais mis de pression, mais c'est moi qui me mettais la pression toute seule, hein. De me dire, ma mère, elle a fait ça toute seule en plus. Elle a élevé 5 enfants toute seule. Elle s'est jamais plaint. Elle a jamais demandé de relais. Enfin, moi, c'était ça, en fait. Et aussi, c'est ce que la société t'inculte un petit peu aussi. C'est que voilà, t'as fait tes enfants, t'assumes. Et en gros, t'as pas besoin de relais. Et en plus, c'est vrai, elle avait jamais de relais. Elle a jamais appelé une copine pour nous garder. Elle a jamais fait appel à une babysitter pour nous garder. Enfin, rien du tout. Donc, pour moi, c'était ça aussi. Et en fait, je sentais que je m'épuisais, Ouais. mais vraiment, mais je le sentais même physiquement que je m'épuisais, que je m'efforçais, que c'était trop, en fait. Et à mon troisième enfant, ouais, là, je sentais que je saturais vraiment, que j'étais très fatiguée. Et en même temps, le peu de fois où j'ai osé dire que j'étais fatiguée, j'étais hyper jugée. Bah oui. J'en prenais plein la C'est gueule ça. parce Mmh. que bah, je suis jeune, j'ai choisi de faire mes enfants. Normalement, j'aurais dû choisir de prendre en main ma carrière professionnelle et de pas avoir d'enfants. Et en gros, je suis à la maison, donc j'ai rien à faire en fait. Donc, t'es fatigué de quoi? Parce que bah, les autres vont au travail, donc en gros, j'ai pas à être fatiguée. Donc, c'est ce que je me prenais dans la tête. Et du coup, bah, ça m'isolait encore plus. Déjà, je m'isolais de manière bah, de moi-même. Et en plus de ça, bah, recevoir ce genre de message, enfin, je me disais, voilà, j'ai pas envie d'avoir encore ces réflexions-là. Donc voilà, ça m'isolait. Et aussi, bah ouais, de mes copines aussi, je pense inconsciemment, elles se disaient bah, qu'elle est hyper occupée. Donc en fait, elle m'appelait jamais pour pouvoir sortir, faire des trucs et tout. Et le plus fois que je pouvais l'exprimer, on me dit oui, mais toi, voilà, Sarah, ta vie de famille, en plus, voilà, t'es mariée. Enfin, j'étais pas dans le contexte bah, qu'elle aussi. Donc voilà, j'avais une copine aussi qui a sa première fille qui a le même âge que mon fils, mais on habitait assez loin, donc on se voyait pas beaucoup. Et donc voilà, donc ouais, j'étais assez isolée, assez dans mon coin, et ça me faisait très très mal bah, qu'on m'isole de manière inconsciente et aussi de manière volontaire. Euh, ouais, c'est très très dur de se retrouver dans ce statut, de me retrouver moi-même. Donc en fait, je me donnais bah, corps et âme à ma famille et je m'effaçais de moi-même. Donc en fait, moi, je suis quelqu'un qui a adoré la mode, qui adorait voilà tout ce qui était maquillage. À la fois, je suis très simple, à la fois, j'aime énormément ça. Et bah, du jour au lendemain, j'ai arrêté. En fait, j'ai commencé à m'effacer et à m'oublier moi-même. Et même m'acheter un vêtement ou quoi, bah, c'était pas possible. En fait, j'achetais tout pour mes enfants, même, je sais pas, m'acheter quelque chose qui me fait du bien. Je sais pas, moi, une glace, par exemple, ou un truc que j'aime bien, bah non, c'était, mais vraiment tout, Complètement un oubli de toi, total, ouais, tout tourné total. vers tes enfants, ta famille Exactement, c'est ça. total. Mmh. Ouais, et de manière inconsciente, en fait, j'ai plongé, je me suis Mmh. pas vue sombrer, et une fois que t'es dedans, bah après, Ah, c'est une bah pour spirale, en hein. sortir, c'est Mmh. compliqué, quoi. Mmh C'est mh. Ouais. vraiment compliqué. Je me rappelle avoir dit à une de mes copines, bah, je sais même plus comment m'habiller, mais vraiment, alors que c'est quelque chose que j'adorais ça. Elle me dit, mais comment ça? Hein. Enfin, et je dis, mais je sais plus, je sais vraiment plus. C'est un truc de fou. Et donc voilà, j'ai sombré comme ça petit à petit et à vraiment me dire que je suis folle et ouais, et à être très fatiguée.
Là, c'est une période assez floue pour moi parce que je sais plus à quel moment j'ai commencé à aller à faire des allers-retours en urgence psychiatrique parce que j'allais vraiment pas bien. Donc en fait, comment ça se caractérisait, c'est que je faisais des crises de nerfs. En fait, comme je gardais tout, et ensuite aussi j'avais mes traumas du passé qui remontaient. À bout d'un moment, ça sortait quoi. Donc en fait, je faisais des crises de nerfs euh, qui ont repris. Pourquoi je dis qu'ils ont repris? Parce qu'en fait, étant jeune, étant toute petite, je faisais des crises de nerfs parce que voilà, ça s'est déclenché quand mes parents se sont séparés. Et en fait, comment je l'exprimais, c'est en faisant des crises de nerfs. En fait, je sais pas, il y avait un événement tout bête et que ça pouvait mériter. Et en fait, voilà, ça partait tout de suite au quart de tour. Et j'avais été suivie à l'époque quand j'étais plus jeune par une psychologue. Et après, du jour au lendemain, ça s'était terminé. Je me rappelle en CM2, c'était très lucide pour moi. En CM2, je me suis dit, je vais plus être cette personne parce que je suis pas quelqu'un de colérique en vrai. Je suis quelqu'un de très calme, très posé et tout. Et je me suis dit, en fait, c'est fini. Et vraiment, du jour au lendemain, c'était fini. Et en fait, c'est revenu dans ma vie et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Enfin, comment ça se fait ça que je refais des crises de nerfs? C'est pas possible. Et j'ai toujours pas fait le lien avec mon passé. Donc vraiment, pour moi, là, c'était vraiment, je devenais vraiment folle en fait. Oui, c'est ça. Donc, ouais, donc je sais que je commençais un petit peu à faire des allers-retours en urgence psychiatrique et je me rappelle, ça m'a choquée parce que je me suis dit, j'ai pas ma place ici. Enfin, c'est trop violent en fait pour une mère de se retrouver en urgence psychiatrique. Moi, je pense très sincèrement qu'il devrait y avoir des unités qui prennent en charge en fait les mères en souffrance et j'ai appris par la suite que ça existe, donc je le dis, il y a des unités qui s'appellent des unités kangourous, des unités mère-enfant dans certaines maternités qui peut prendre en charge ta santé mentale ne va pas bien, qui peut te prendre en charge avec ton bébé. Ouais, avec ton bébé, tu peux aller avec ton bébé, ils te prennent en charge, ils sont formés pour, il y a tous les médecins pour qui sont là pour les mères et pour qu'elles aillent bien et pas pour les casser. Donc voilà, moi je sais pas si dans ma maternité, enfin dans l'hôpital près de chez moi à l'époque il y en avait, mais en tout cas je pense visiblement pas parce que personne n'a diagnostiqué ce que j'avais encore à ce moment-là. Et Oui, ça a et été puis même hyper encore violent. aujourd'hui, hein, on n'en a pas Ouais. encore trop écho, hein, bien sûr. Ouais, c'est vrai, Mmh. c'est vrai. Et c'est vrai que quand par exemple, tu peux être atteint de bipolarité ou autre maladie mentale, tu peux être redirigé automatiquement vers ces centres-là. Mais si c'est vrai que de base, apparemment, t'as pas de soucis, je pense que c'est un peu plus compliqué d'être redirigé par la suite, alors que ça devrait pas. Parce qu'en plus, tu peux être en hôpital 2 jours, donc y aller que la journée et pas être hospitalisé la nuit. Enfin bon. C'est important quand même de faire cette parenthèse que je trouve Oui, que c'est très, hyper très. important de Ouais, ouais, connaître. tu fais bien. Mmh. Donc voilà, oui, en fait, je sais plus à quel moment. Donc entre mon troisième et mon quatrième, je sais que j'ai fait quand même des petits allers-retours en urgence psychiatrique. Et je me rappelle qu'il y avait, en tout cas, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas les psychologues, c'est les psychiatres. Il y en a un qui m'avait dit oui que j'avais fait une tentative de suicide alors que pas du tout. Enfin pour moi en tout cas dans ma tête pas du tout. Quand il m'a dit ça, je dis mais pas du tout. Je dis c'est quoi? Enfin au début moi j'avais fait une TS. Je dis c'est quoi ça? Ils m'ont dit tentative de suicide. Je dis non pas du tout. Enfin c'est totalement fou. Enfin non. Et eux ils m'ont dit si. Donc je me suis dit en fait je me suis persuadée moi-même que c'était vrai alors que pas du tout. En fait je me rappelle que j'étais hyper épuisée. J'étais vraiment fatiguée et je voulais juste dormir et je voulais juste que ça s'arrête, que ce soit un stop quoi. Donc j'étais trop fatiguée et je me rappelle qu'il y avait une fois j'avais dû prendre des médicaments parce que je voulais juste dormir, mais vraiment j'étais trop épuisée. Et et donc voilà, je me suis retrouvée dans cette urgence psy et avec ce psychiatre là. Et en fait, c'était hyper violent mais je vous assure que ça s'est passé comme ça. Il y a un psychiatre qui est venu me voir et qui a vu mon dossier. Il m'a dit, voilà, est-ce que vous allez bien, machin et tout. Vous avez pu dormir? Je dis, ouais, voilà, j'ai pu dormir. Bon, pas très bien parce qu'avec les médicaments qu'ils donnent, t'es plus cassé qu'autre chose. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ouais, fermer les yeux quand même et être en dehors même si c'est pas un endroit, voilà, super sympa, être en dehors de chez moi quand même, ça m'a fait du bien. Mais il m'a dit, parce que je sais plus, ça faisait combien de fois, encore une fois, que j'allais en urgence psychiatrique. Il m'a dit très clairement, il m'a dit, je vais plus vous voir ici, parce que si je vous revois ici, j'enclenche les services sociaux et c'est très dur de se sortir de cet engrenage-là. Une fois que une fois que vous êtes dedans et que vos enfants aussi, c'est très dur de sortir de cet engrenage-là. Donc, j'ai plus intérêt à vous voir ici. Il m'a dit ça mot pour mot.
La violence, de base, je suis quelqu'un qui a du mal à se confier, qui a du mal à aller, vers les autres, à parler de ses problèmes et tout ça. Bah, là, je me suis encore plus enfermée, je me suis encore plus enfermée et j'ai eu peur des médecins. J'ai eu une peur des médecins, mais très clairement. Parce que moi, je ressentais cette détresse et ce truc-là de vouloir me faire aider, accompagner. Donc, faut savoir que ma mère, plusieurs fois, elle sentait que j'allais pas bien. Je ne disais rien, mais elle le sentait. Elle me dit, mais pourquoi tu vas pas voir une psychologue? Et moi, dans ma tête, je dis, bah non, en fait, je j'ai pas besoin, je veux pas aller en voir, même si je sentais que j'allais pas bien. C'était pas encore le truc où je me dis que je veux aller voir une psychologue. Non. Et il faut aussi savoir de manière culturelle, chez nous en tout cas, moi je suis d'origine guyanaise ivoirienne, c'est pas de manière culturelle, c'est pas, on va dire, dans l'ordre des choses d'avoir une psychologue. Si tu vas voir une psychologue, c'est que tu es folle, c'est que tu as un gros problème psychologique et c'est voilà, c'est pas chez nous, voilà, c'est pas C'est pas très bien en vu, gros, la quoi. maladie mentale Mmh. n'existe pas entre D'accord, guillemets. OK. Mmh. Heu, voilà, c'est comme ça que c'est chez nous, donc ouais, de manière inconsciente, ouais, je ne voulais pas aller voir une psychologue. Ouais, je voulais pas et puis j'avais aussi ce côté-là, même si ça s'est très bien passé avec ma psychologue quand j'étais plus jeune et ben, je sais pas, il y avait quand même ce côté un peu traumatisant. Je sais pas, ça me renvoyait à quelque chose de mauvais, d'une période assez dure donc ouais, je crois que j'associais et je me suis dit: «Non, j'ai pas envie en fait de replonger dans tout ça, en fait». Donc voilà, mais en fait, mon état s'est empiré. Donc en fait, après, j'ai eu mon quatrième enfant qui est arrivé. Et puis, c'était pas prévu. Et j'ai eu peur. Je me suis dit, mais j'ai trop peur de pas y arriver à gérer parce que je sentais que ça allait pas du tout, hein. Encore une fois, mon troisième enfant, je me sentais vraiment épuisée. En plus, c'était un enfant qui me demandait énormément d'énergie, qui avait vraiment besoin d'être collé et puis qui comment mon fils Yoram, il est très énergique et enfin voilà, donc c'était hyper dur. Là, je me suis dit, je sais pas comment je vais faire en fait. Enfin, ça va être trop difficile. Et en fait, mon fils, il est arrivé. Et ben, il était hyper calme. Mais vraiment, il était hyper calme. C'est comme s'il avait entendu ma détresse et il s'est dit, t'inquiète pas, maman, ça va le faire. Ça va aller, t'inquiète, tu vas y arriver. Et puis, il était hyper calme, hyper facile. Et avec le recul, je me dis peut-être qu'il était un peu trop calme, mais il s'est très vite rattrapé, hein. Ah! Non, c'est ça. C'est des petits garçons hyper énergiques. Ils sont très câlins, mais hyper énergiques. Ils sont bagarreurs, cascadeurs. Enfin, donc, il s'est rattrapé plus tard. Mais ouais, franchement, ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de me poser et de me reposer, mais vraiment, parce que voilà, il se réveillait que pour le lolo, il se rendormait, enfin, hyper calme. Donc voilà. Et puis voilà, bah, entre du coup mon quatrième et ma cinquième aujourd'hui, donc mon sixième enfant théoriquement, bah voilà, j'ai vécu un arrêt naturel de grossesse qui était hyper violent parce qu'en fait, comme je disais, moi je suis quelqu'un qui de base programme énormément ma vie et j'ai du mal à avoir voilà ce lâcher prise et de me dire que les choses vont aller parce que je suis quelqu'un d'hypersensible donc les émotions c'est compliqué pour moi à gérer. Et en fait, c'est la première fois que je me disais, mais en fait, que ça va aller, parce qu'en plus, c'est toujours été avec bah, tout le monde, malgré tout, en fait, malgré que voilà, que j'allais pas bien et tout, malgré tout, on arrivait à gérer, on arrivait à avoir une stabilité dans notre vie, hormis ma santé mentale, mais on arrivait à avoir une stabilité dans notre vie. Enfin voilà, je veux dire, financièrement, ça allait aussi, on arrivait vraiment à gérer de cette manière-là. Donc, je me suis dit, ça va aller, et en fait, j'ai accepté en fait cette grossesse, j'ai accepté cet enfant tout de suite dans mon cœur, quoi. Et il faut savoir que moi, je suis quelqu'un d'hyper malade dans les premiers temps, mais vraiment malade à ne pas pouvoir me lever. Donc ça aussi, à chaque fois, c'était une angoisse, c'était chiant parce que je me dis, ah là là, je vais me relancer dans une grossesse, ça va être hyper dur parce que bah, je peux vraiment rien faire dans les premiers mois. Et je me rappelle, j'avais toujours ce truc-là, mais oui, t'es enceinte, t'es pas malade. Enfin, des Oui, c'est remarques vrai. chiantes alors Oui, que moi, j'étais oui, vraiment c'est pas vrai. bien. Ouais. Donc oui, c'est sûr, c'est pas une maladie, mais en tout Oui, cas, ça peut engendrer des mots. bah, Mmh des côtés mh. Ouais. vraiment, voilà, des mots Mmh. très, très durs et très Mmh. violents. Et encore, je me dis, Dieu merci, moi, j'ai pas eu les plus violents, parce que j'ai entendu des Mmh. témoignages de personnes, c'est hyper dur. Et moi, franchement, je me rappelle pour mon troisième et même mon quatrième, j'aurais pu limite me faire hospitaliser parce que je Mmh. n'arrivais plus à manger, j'avais plus d'énergie, enfin, c'était dur. Mais encore une fois, tu le disais pas
Par rapport à ce regard, à ce jugement, il y a tout ce que tu pouvais paraître aux yeux de la société. C'était ça Ouais. qui te perturbait? Ouais, c'est ça. Enfin, ce qui me perturbait, enfin, en soi, personnellement, je pense, enfin, je pas ce ressenti de me dire, ah, ça me perturbait et que ça me faisait du mal, mais en fait, parce que je suis quelqu'un qui est très quand même, enfin, qui arrive à passer au-dessus, mais je pense que quand tu restes quand même un être humain et il y a des choses quand même qui te touchent, et quand tu cumules des choses, tu les cumules et que tu te reçois tout le temps les mêmes choses dans la tête, bah, au bout d'un moment, ça t'atteint automatiquement et c'est normal. Enfin, même si tu dis que, voilà, que ça t'atteint pas, au bout d'un moment, ça t'atteint. Et en plus, voilà, je suis quand même faible, enfin, dans un moment assez délicat, donc c'est normal, Vulnérable, ouais, bien sûr. exactement vulnérable, donc c'est normal que ça m'atteigne. Donc c'est plus ce côté-là, et puis voilà, enfin, on n'avait pas d'appui aussi, donc c'était hyper dur. En fait, on était vraiment que moi et mon mari, donc c'était hyper dur, et de se reprendre des réflexions, même voilà, de l'entourage. Moi, j'ai pas eu ce truc-là, je me rappelle, hein, j'ai idéalisé un petit peu, mais qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, où tu annonces ta grossesse et tout le monde est content pour toi, te saute dans les bras. Nous, on n'a pas connu ça. On était plus en mode, ah, t'es encore enceinte, ah, enfin, vraiment des réflexions, mais hyper violentes. Et souvent, bah, c'est l'entourage qui te le dit. Donc, au bout d'un moment, tu cumules, mais c'est dur aussi, en fait. Donc voilà, donc c'est surtout ça, c'est la violence des mots qui font que bah, tu t'isoles en plus encore plus. Et puis moi, j'avais aussi ce truc, j'ai pas envie de confier mes enfants parce que j'ai pas envie qu'on me le reproche, et je pense que je m'en prenais déjà assez dans la tête, donc c'était bon. Donc en fait, on confiait très très peu nos enfants. Donc on n'avait plus de sorties entre nous. En fait, on n'était que parents, très clairement, hein. Et moi, j'avais cette inconscience aussi de me dire que bah, on pourra le faire plus tard, mais en fait, c'est important de conserver notre couple et la personne que l'on est aussi. Mais ouais, du coup, ouais, je sombrais un peu plus. Et du coup, oui, donc j'ai eu cet arrêt naturel de grossesse qui m'a complètement cassée. Je commençais un petit peu à remonter la pente, bien que j'avais pas encore mis trop le doigt sur mes traumas, un petit peu. Donc je pense qu'en ça commence à aller un petit peu mieux, mais là, ouais, ça a complètement tout cassé et tout explosé. Donc là, on a eu une grosse crise dans notre couple parce que bah aussi mon mari était fatigué, hein, c'est totalement normal et logique. Et en plus, cette perte-là qui nous a mis un sacré coup, il a exprimé qu'une seule fois. Après, plus du tout. Et on n'arrivait pas à en parler entre nous. Ouais, on n'arrivait pas à en parler entre nous. C'était hyper violent. Enfin, c'était vraiment un moment où ouais, on aurait pu se séparer très clairement. Et moi, du coup, j'ai fait un choc post-traumatique. Ouais, donc je l'ai appris par un médecin à l'hôpital. Donc voilà, en fait, bah, encore une fois, c'est digne d'un film comment ça s'est passé, donc je vais expliquer très rapidement, mais euh, donc comme je reprends un petit peu ce que je disais, que moi de Prends base je le suis temps, quelqu'un oui, de oui, très vas-y Sarah, maman. Oui, oui, malade, vas-y. Mmh. parce que je suis un peu perdue, parce que comme c'est une période assez floue, parce qu'en plus j'ai fait Bah ce oui, choc c'est sûr. traumatique et tout, Mmh, donc ouais. pour tout me rappeler, c'est un peu dur. C'est pour ça, prends ton temps, il y a pas de souci. Mmh, Ouais, mmh. donc je me rappelle juste que, comme je disais, je suis très malade, et en fait, j'allais mieux assez tôt, et je me rappelle, je me suis dit, ah, merci Seigneur, je suis quelqu'un de croyante, je dis merci Seigneur parce que voilà, je vais mieux, et je me suis dit, voilà, ça va trop bien se passer, ça va être une super grossesse, et voilà, un peu d'apaisement, ça va mieux. Mais en fait, avec le recul, en fait, ces moments où j'allais mieux, en fait, je pense que c'était à ce moment-là, en fait, que mon bébé était parti. Et parce qu'en fait, je l'ai vraiment senti physiquement, en fait, ce truc-là, que je suis plus malade. Et je pense que, bah, en fait, c'était ce signe-là vraiment, parce que je me rappelle clairement de ce moment. Enfin, je me rappelle, je me revois le jour même, enfin, la scène dans mon canapé. Enfin, je me revois vraiment. Et je pense que c'était vraiment ce moment-là où mon bébé, il est parti. Et donc, du coup, hyper confiante, je vais, en fait, bah, voilà, hein, faire mon échographie. En plus, on rigolait avec la sage-femme, parce qu'en plus, tout s'est toujours bien passé. Donc, pourquoi ça allait mal se passer? Ouais, bien sûr. Mmh. Et en fait, enfin voilà, c'était hyper violent dans le sens où voilà, bah, la pauvre, elle met tout de suite le son parce que bah, dans sa tête aussi, bah, tout va bien se passer. Donc elle met tout de suite le son, et en fait, il n'y a pas de son. Et moi, je me rappelle, ça m'a pas marqué plus que ça, mais il y a eu un gros blanc quand même, mais c'était pas pesant chez moi. Elle cherchait, elle cherchait, elle cherchait, mais je voyais quand même qu'elle se décomposait et qu'elle était hyper sérieuse et qu'elle cherchait, cherchait, cherchait pendant un petit moment quand même, hein. Et en fait, après, elle m'annonce, bah, je suis désolée, madame, il n'y a pas de cœur. Moi, au début, je comprends pas trop. Je dis, OK. Elle me dit, bah, en fait, il n'y a pas d'activité cardiaque. Voilà, quoi, c'est fini. Et, et OK. Donc, au début, je lui dis, OK, d'accord.
Mais en fait, je pense que là, j'étais plus là. En fait, j'étais en mode pilote automatique, donc mes émotions étaient coupées totales. Et pour pouvoir supporter, je pense, partir. Je lui dis juste, bah, comment, parce qu'en plus, elle, c'était une jeune sage-femme, donc je lui en veux pas. Et je pense que voilà, la pauvre, c'était un coup de massue aussi pour elle. Elle se dit, voilà, tout s'est bien passé, en fait, ça se passe mal. Et peut-être qu'elle connaissait pas encore toutes les procédures. Donc, c'est quand même moi qui lui dis, bah, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Elle me dit, bah, là, vous devez aller à la maternité, oui, enfin, en urgence gynécologique, voilà, pour voir ce qui doit être fait. Donc, c'était assez choquant. Je me rappelle, je retourne dans la voiture parce que mon mari m'attendait. Et là, je lui dis bah, qu'il n'y a pas de cœur. Donc, j'ai pleuré un petit peu. Et on était assez choqués. Mais à la fois, mon mari, il me demandait est-ce que tu veux quand même, avant qu'on aille aux urgences gynécologiques, est-ce que tu veux qu'on attende et tout. Et moi, enfin, c'était impensable de me dire que là, en fait, je suis en train de porter la mort et de me dire que je vais rester quelques jours comme ça. Enfin, c'était pas possible pour moi en fait. Ouais, c'était trop violent. Je lui dis non, non, très clairement, je veux pas attendre. On va aux urgences en fait. Euh, et du coup, on va aux urgences, qui constatent. En fait, c'était hyper violent parce que les urgences gynécologiques, et bah, c'est là où tu vas, bah, la maternité en fait. Quelques salles plus loin, il y a les salles d'accouchement. Et je me Exactement. rappelle que c'est par là que je suis passée pour aller accoucher, pour Mmh. faire Pour mes donner la suivis. vie. Ouais. Enfin voilà, exactement. Et puis il y avait des femmes enceintes, hein, Bah donc oui. bien enceintes. Et puis moi, je suis là. Elle porte la vie, moi, je porte la mort. Je trouve ça hyper violent en fait, Très, très très. clairement. Mmh. Donc je suis là, j'attends mon tour, il m'ausculte, elle constate. Et il faut savoir que moi, dans la maternité où j'allais, c'est quand même un hôpital universitaire, donc il y avait pas mal d'internes. Donc elle me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Je trouve ça hyper violent quand même. Je me suis dit, bah, je sais pas, c'est à vous de me dire en fait. Moi, ça m'est jamais arrivé, donc ça, c'est à vous de me dire très clairement. Enfin, comment ça, c'est à moi de savoir ce que je veux faire. Elle me dit, bah, vous avez le choix entre médicaments ou du coup passer au bloc. Ah, voilà, exactement. Là, je me suis dit, non, c'est trop violent, donne-moi des médicaments. Enfin, j'étais encore une fois en mode pilote automatique, mais je voulais aller au moins violent, en tout cas pour moi, de ce que je connaissais. Mais elle m'a regardé en me disant, je crois pas que c'est la bonne solution. Mais j'aurais bien aimé qu'elle me dirige, du coup, mais elle s'est dit non. Enfin, elle s'est dit que c'était bizarre, mais elle s'est dit, je vais aller voir ma chef. Donc médecin en chef du coup. Et elle revient, elle me dit ok d'accord c'est bon, et elle revient avec un tas de médicaments. Donc faut savoir que c'est des médicaments assez forts et assez bah, violents, et que normalement tu dois pas dépasser un certain seuil quoi. Et moi elle m'a donné m'a surdosé. Déjà je me suis dit ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et mais elle insiste sur le fait que je vais avoir mal. Ça, je me souviens beaucoup. Elle m'a dit, vous allez avoir très très mal, madame, mais vraiment très mal. Et je dis, ok, d'accord. Et du coup, je en prends que un ou deux, je sais plus, mais pas toute la dose là. Et je me dis heureusement. Et en fait, j'étais choquée parce que bah déjà, je trouve ça hyper violent que bah qu'elle m'ait pas redirige, enfin qu'elle m'ait pas conseillé entre guillemets, enfin qu'elle me dise pas ce qu'elle en pense, et que pour elle, en fait, je sentais que j'aurais pas dû choisir ça, mais parce que j'étais à un stade très avancé. Mais en même temps, voilà, elle s'est dit, bah, je vais voir mon médecin, enfin, sa cadre, enfin, voilà, ça qui l'encadre, et pour elle, c'est OK, mais je voyais à sa tête que c'était pas OK, en fait. Donc, j'aurais bien aimé qu'elle me dise, non, madame, ne me faites pas ça. Euh, mais bon, ça a été fait comme ça, mais c'était hyper violent parce qu'ils m'ont pas gardé. Ça m'est arrivé, bah, comme beaucoup de femmes chez moi. Donc hyper violent. Donc oui, je me rappelle que j'ai eu très mal. Enfin voilà, que je m'agrippais à mes murs. Je me dis heureusement que j'étais chez moi parce que je serais été dehors, je sais pas comment j'aurais fait. Et en fait, moi, je l'apparente vraiment à un accouchement pour l'avoir déjà vécu auparavant. Je me suis dit, mais en fait, là, je suis en train d'accoucher très clairement, mais chez moi, toute seule, dans une violence inouïe. Donc voilà, et en plus, comme je vous disais, j'étais dans un stade assez avancé. Donc en fait, et bah voilà, mon fœtus, bah voilà, je l'ai vu, il était, enfin voilà, apparent. Et je me suis dit, mais en fait, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Enfin, c'est un truc de fou, c'est hyper violent. Enfin, c'était vraiment très très violent. Et en plus, j'habitais à l'époque encore dans un appartement, parce qu'aujourd'hui je suis en maison. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? En plus, j'étais toute seule.
Et en fait, bah, j'ai pas eu le choix, comme beaucoup de femmes, de me mettre dans les toilettes. Mais je me suis dit, mais attends, enfin, c'est trop violent. Et à la fois, je pense, voilà, pour les femmes qui sont passées par là comprendront, mais c'est tellement violent, tellement, parce que on entend tellement de tout sur les arrêts naturels de grossesse que voilà, moi, je déteste qu'on dise fausse couche, et je trouve ça pas normal qu'on appelle ça comme ça. Parce qu'on a tellement, en fait, ce truc banal, en fait. C'est une banalité. Et que se disent, bah oui, ça arrive à beaucoup de femmes, donc t'inquiète pas, c'est pas grave, même pour celles qui ça arrive la première fois, bah oui, bah, moi j'ai déjà entendu qu'on ait dit à des femmes que c'est le processus, que c'est normal, mais en fait, non, on est où là? Enfin, c'est pas quelque chose de normal, et même si c'est quelque chose qui arrive fréquemment, bah c'est violent, c'est dur, c'est une perte. Et donc voilà, enfin, c'est quand même enfin, c'est quand même la vie que l'on porte, et c'est pas rien en fait. Enfin, donc ouais, non, c'est hyper violent de ce côté-là. Et je me suis dit, mais en fait, on m'a laissée toute seule chez moi vivre ça, et pour eux, c'est normal. Enfin, on est où? Et en fait, ils m'avaient donné un rendez-vous, je pense une semaine après. Je suis pas allée au rendez-vous parce qu'en fait, c'était trop violent, et je me suis dit, en fait, ils se fichent de moi. Ils m'ont laissé vivre ça toute seule. Donc, c'est vrai que j'aurais dû y aller pour niveau santé, pour voir si tout était parti. Mais Ouais, c'est ça qui donne, non, ouais. C'est le rendez-vous pour, ouais. voilà, pour bien Voilà, voir c'est s'il y a ça. tout Mais qui a été exposé, ouais. ouais, exactement. Mais en même temps, je me suis dit, bah non, en fait, j'y vais plus. Mais là, vraiment, là, c'est là que je suis vraiment partie. Enfin, c'était trop violent. J'ai fait une très, très, très grosse crise de nerfs. Donc là, c'était plus possible. En fait, je partais vraiment, j'ai fait un choc post-traumatique, mais en fait, je n'acceptais pas parce qu'en fait, c'était trop violent pour moi. Donc, quand je réalisais que j'avais perdu cet enfant, je partais vraiment, mais je hurlais. Enfin, c'était pas possible. Vraiment, dans ma tête, je me disais, mais parce qu'en fait, dans ma tête, encore une fois, enfin, c'est assez compliqué parce que c'est des chocs post-traumatiques, et ça arrive vraiment à des personnes, et c'est dur à expliquer parce que pour moi, dans ma tête, mais c'était vraiment réel. Et je le disais à mon mari, il me disait, mais en fait, elle devient folle, ma femme. Enfin, parce que je lui disais que non, enfin, parce que du coup, on a donné un nom à notre enfant, donc il s'appelle Victoire. Très symbolique pour nous. On ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, mais c'est très symbolique pour nous, ce nom, ce prénom-là, d'un point de vue spirituel. Et du coup, je disais que Victoire allait revenir. Enfin, je lui disais ça. Je lui disais qu'elle allait revenir, qu'elle était partie. Enfin, et je cherchais. Je me rappelle, j'étais beaucoup dans la recherche. Je disais, mais où est Victoire? Une fois, j'arrivais à voir mon mari. Je disais, mais où est Victoire? Elle est perdue. Faut qu'on aille chercher. Bah, Faut ouais. qu'on aille la chercher. Enfin, elle est où, machin et tout. Je sortais dans la rue et tout, mais il me disait, mais en fait, elle est plus là, en fait, cet enfant, elle est partie. Et je dis, mais non, mais t'es fou, faut qu'on aille vraiment chercher. Je me rappelle, enfin, je lui ai dit, la dernière fois que ça m'est arrivé, ce truc-là, je lui ai dit, mais il faut qu'on aille voir la police. Et je voulais vraiment partir voir la police. Donc après, la police est venue. Mon mari a expliqué ce qui se passait. Et là, du coup, je suis partie voir. Du coup, je suis allée en urgence psychiatrique, et c'est là qu'ils m'ont expliqué que je faisais un choc post-traumatique. Et une fois que j'ai entendu ce mot-là, et de me dire en fait que je suis pas folle et que c'est normal, en fait, ça s'est calmé. Mais du coup, en fait, je faisais souvent ça. Je faisais souvent ça. Et quand mon mari essayait de me raisonner et me dire que non, c'était fini, et là, je hurlais. Enfin, c'était pas possible, en fait. Enfin, Bah mon oui, enfant, il ça est a où? Enfin, acté, ouais, c'est ça, ouais. ça a Puis en acté plus, la tout fin. s'est bien passé pour les autres. Enfin, c'est impossible que ce soit fini. Et en fait, voilà, donc c'était hyper violent ça. Et du coup, quelques jours après, du coup, je suis allée en urgence psychiatrique. Et hyper violent parce que je pense que là, celui qui était là, le psychiatre qui était là, je sais pas, devait en avoir marre, ou je sais pas, sa garde, enfin, j'en sais rien, mais hyper violent, hyper froid. Et il m'a dit, madame, qu'est-ce que vous faites là? Parce que je sentais que moi, j'avais besoin d'être accompagnée. Et en plus, faut savoir, je voulais juste rajouter un élément, c'est que j'ai fait un burn-out parental par rapport à ces faits-là. Parce que, en fait, je suis allée à la douche et je ne pouvais plus sortir de ma douche, je ne pouvais plus parler, je savais plus où j'étais, et j'entendais ce qu'on me disait, mais je n'arrivais pas à parler, à exprimer, à rassembler les mots dans ma tête. Enfin, j'étais vraiment, c'était hyper troublant ça aussi. Donc, j'écrivais à mon mari, j'arrivais un petit peu à écrire, mais voilà. Donc voilà, j'ai fait un burn-out parental à ce moment-là. Et après,
Et après ce burn-out-là, je pense quelques jours après, ou semaines, en tout cas après, je suis partie en urgence psychiatrique parce que je sentais que ça allait pas. Il faut savoir que, comme je dis, j'avais très peur des médecins et aussi mon mari, il avait très peur par rapport à ce que le psychiatre m'avait dit. Donc j'avais peur à chaque fois d'y retourner, même si je sentais que j'avais besoin d'aide, parce que bah, très clairement, j'avais peur qu'on m'enlève mes Bah, enfants en c'est fait. ça. Oui, bien sûr, tu avais J'avais peur qu'on menacé. m'enlève mes enfants, Mmh. alors que j'ai mon mari qui est là, présent. Donc je voyais pas pourquoi en fait on m'enlèverait mes enfants et pourquoi en fait on m'aidait pas. Enfin, pour moi c'était hallucinant. Donc voilà, j'avais peur quand même, même si c'était des choses assez violentes que je vivais, j'avais peur d'aller à l'hôpital parce que j'avais peur qu'on m'enlève mes enfants. Mais là, je sentais que enfin c'était plus possible, fallait que j'y aille. Et je me rappelle j'ai déjà vu des médecins et tout, mais il dit madame, on est là pour vous aider, mais j'ai dit mais j'ai peur et je leur explique ce qui m'était arrivé, ils étaient choqués. Enfin, ils disaient mais non, en fait on est là pour vous aider, mais j'ai dit, mais je vous assure que j'ai peur et que en fait, moi, je me voyais vraiment, je disais à mon mari, j'avais cette image-là de, j'ai l'impression d'être une malade imaginaire parce que je sentais que j'étais pas bien, malade, mais ça se voyait pas à l'extérieur, en fait, que j'étais malade. Et je me disais, j'aimerais tellement, et c'est hyper dur ce que je vais dire, mais je dis, j'aimerais tellement avoir une maladie, mais que ça se voit parce que là, on me prendrait au sérieux et qu'on m'aiderait, en fait. Exactement. Que là, je demande de l'aide, mais personne m'entend, personne m'écoute et personne me dit ce que j'ai. Parce que, comme je le dis, là, je suis allée plusieurs fois en urgence psychiatrique, mais on m'a jamais proposé de suivi psy. On m'a jamais rien diagnostiqué, rien du tout. Mais vraiment. Donc, en fait, ça entretenait ce truc-là de me dire, en fait, je suis folle et je suis pas compétente, en fait. Ouais, 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 tout à fait. Et OK. je disais souvent à mon mari, mais en fait, là, j'ai envie de partir très clairement. J'ai envie de partir, de tout abandonner, de me casser très clairement parce que j'en peux plus, en fait. Ça va pas. Quand tu Et je suis faisais pas tes compétente. séjours en urgence psychiatrique, alors ça durait, combien de temps? Et Mais est-ce ça qu'il était durait pas, ça ouais, c'est durait ça, pas. c'était En fait, quelques j'y heures? allais, je Ouais, sortais. Je ouais. crois que j'ai dû faire 2 nuits, ouais, 2 nuits, enfin 1 nuit. Du coup, j'étais arrivée la veille, j'avais dormi et le lendemain, je sortais. OK, Et sinon, j'y allais juste, je sais pas si c'était la journée ou l'après-midi, j'y allais, je ressortais tout de suite. Enfin, d'accord. Est-ce qu'il te donnait un traitement, médicamenteux ou alors, vraiment rien d'autre? non, parce que j'allaitais et D'accord. moi, personnellement aussi, je voulais pas en fait, je voulais vraiment avoir de l'aide, mais Une écoute? une autre Ouais. aide Mmh, que mmh. enfin, pas for enfin, j'aurais pas mis des mots dessus comme quoi je voulais une écoute, mais je voulais juste qu'on m'aide, mais autrement que de me donner des médicaments, pardon. Parce que j'avais l'impression pour eux que la solution, c'était que les médicaments. Mais moi, je sentais que j'avais quand même, ça allait pas mentalement et pour moi, c'était inconcevable que des médicaments pouvaient, en fait, me soigner parce que c'était plus profond que ça. Donc, je dis pas que ça n'aide pas, bien, ça aide, mais c'est vrai que moi, personnellement, dans ma pensée personnelle, en tout cas, c'était inconcevable et que je vois pas, enfin, pour moi, c'était juste, voilà, on donne des médicaments, c'est fini, en fait. Mais non, en fait. Et c'était que ça, la solution pour eux. En même temps, j'allaitais, donc on me donnait pas de médicaments et en même temps, on me proposait pas aussi de suivi parce que tu peux avoir une certaine dose, enfin, voilà, des trucs et tout. Et je sais que le peu de fois, je me suis dit, bon, vas-y, je le prends. Bah, j'étais pas bien. J'étais hyper épuisée. En fait, j'étais pas disponible pour mes enfants. Je dis, mais moi, je vais pas devenir un légume, en fait. Enfin, je vais m'occuper de mes enfants, je vais être active. Et puis voilà. Et normalement aussi, quand on te donne des antidépresseurs, de ce que j'ai appris par la suite, hein, parce que ça, j'ai appris par moi-même, même en me documentant, c'est que, eh ben, t'as des suivis pour justement qu'on puisse te régler la dose, tout ça. Moi, Oui, j'ai pas eu tout totalement. ça. Oui, c'est pour ça que je te pose la question, s'ils te donnaient un Ouais, moi, traitement et c'était qu'ils te juste laissaient comme ça partir. médicaments, voilà, et puis c'est fini. Donc voilà. Donc ouais, non. Et du coup, quand je suis allée, voilà, la dernière fois dans cette urgence psy, la nuit et tout, parce qu'en fait, c'est moi qui ai dit à mon mari, appelle-les parce que je sens que ça va pas, avant que je pète vraiment un câble. Et du coup, je suis arrivée, donc il me pose des questions, je réponds pas. Je suis vraiment dans un mutisme complet. Et il m'a dit, madame, bah, si vous parlez pas, vous rentrez chez vous. Je lui ai dit, ok, bah, je rentre chez moi. Et en fait, l'infirmière qui était là avait pris conscience m'a pris ouais, conscience de mon dossier, avait regardé et lui a dit, enfin, essayer d'apaiser les tensions et tout, et dire oui, mais essayez de parler de cet événement-là. Et en fait, il l'écoutait, donc il commençait un petit peu à s'adoucir. Dire en gros, en fait, ouais, il y a quand même quelque chose. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que ça faisait, je pense, une semaine. Et en fait, je m'effondre complètement, je pleure.
Et en fait, c'est elle qui parle pour moi, parce que bah impossible de parler. Du coup, j'étais vraiment partie je pleurais, mais vraiment toutes les larmes de mon corps, quoi. Et elle lui explique ce qui s'est passé. Et en fait, à la lecture de mon dossier, il est choqué. En fait, je le vois se décomposer, mais vraiment en mode vraiment très choqué. Et il m'a dit, mais madame, on vous a pas redirigé vers la psy de la maternité? J'ai dit, bah non. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais, enfin, il était vraiment choqué, en fait. Mais, et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience, en fait, que, bah, ce que j'ai vécu, c'est un truc de fou, en fait, c'est un truc de ouf. Et que, en fait, bah, je suis légitime de ma douleur, je suis légitime de mon état, enfin, tous ces trucs-là de me dire au début, enfin, je pensais pas être légitime, mais tout le temps, je me disais, mais en fait, j'ai toujours ce truc-là à me dire qu'il y a quand même pire dans la vie. Mais au bout d'un moment, de pas être conscient, en fait, de ce que l'on vit, bah, c'est mauvais, en fait. Et là, je me suis vraiment sentie comme un poids qui se libérait et me dire, en fait, non, Sarah, tu n'es pas folle et c'est totalement normal. Tout ce que tu as vécu, en fait, c'est normal. En fait, t'es une maman, t'es comme tout le monde et tu réagis. Il y en a qui réagissent d'une manière différente, mais moi, comment tu as réagi, en fait, c'est totalement normal. C'est pas folle, en fait. Et juste le fait de le voir, en fait, et de me dire que c'est pas normal ce que j'ai vécu et c'est hyper violent et que j'aurais dû être gardée, que voilà, qu'il y a tout un protocole, et ben ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que voilà, ça a remis du sens et ça m'a libérée. Et du coup, et aussi après, on était en période Covid à ce moment-là encore. Et en fait, l'infirmière après est venue me voir, a parlé avec moi, m'a raconté son histoire personnelle. Ça m'a fait du bien parce qu'elle aussi, voilà, elle avait déjà vécu voilà un arrêt naturel de grossesse. Elle m'a dit vous inquiétez pas, si jamais vous allez avoir un autre enfant, ça va bien se passer. Elle dit, moi, j'ai eu mes enfants, elle a une famille aussi nombreuse et tout. Ça m'a fait tellement de bien de l'entendre. En fait, c'était la première fois que j'avais une écoute, mais sans jugement, qu'on me juge pas sur le fait que je sois une maman jeune, que je sois une maman au foyer, et que voilà, que j'ai une famille nombreuse, que voilà, j'avais déjà, bah, du coup, là, 4 enfants. Je me sentais pas jugée, ça m'a fait trop du bien d'avoir cette écoute-là. Et en plus, après, à la fin, comme j'en étais en période de Covid, elle m'a fait un câlin. Enfin, ça a été le truc, enfin, je me suis dit, waouh, enfin, ah ouais, non, franchement, J'avais besoin aussi. ouais, je vois cette image vraiment et Mmh. je m'en souviendrai toute ma vie. Je la remercierai, mais jamais assez Mmh. d'avoir eu cette écoute et ce geste-là envers moi, Ouais, vraiment. c'est beau. De ce médecin, c'est vrai, qui était hyper froid, qui a été hyper choqué, mais sa réaction m'a libérée énormément. Exactement, exactement. C'est ça, en Et en fait. fait, ouais. Et du coup, on était quoi? On était du coup en 2020. Ouais, c'est ça. 2020-2021, qui était encore le Covid là. Et en fait, c'est à ce moment-là où on commençait un peu plus à parler de voir des reportages sur justement sur quoi? Sur le regret maternel. J'avais vu un reportage là-dessus, je me rappelle qui avait fait énormément parler. Mais en même temps, moi, ça m'a fait du bien parce que je me reconnaissais beaucoup dans les témoignages de certaines femmes. Ouais, description et surtout de se dire, bah, en fait, bah, c'était un schéma aussi répétitif, malheureusement, ce qu'elles ont vécu et sûrement aussi bah, des dépressions postpartum non diagnostiquées et allant jusqu'à bah aussi, je pense, voilà, un burn-out et qui ont fait que, eh ben, elles ont voulu bah déjà bah dire qu'elles regrettent. C'est pas qu'elles regrettent d'avoir des enfants, mais je pense qu'elles regrettent bah tout ce qui va autour en fait, tout là autour bah de la société qui encore une fois nous renvoie à ce qu'on doit être une mère parfaite, mais ce qu'on n'est pas parce qu'on est des êtres humains et aussi, bah, cette violence aussi d'être mère, parce que bah, c'en est une et qu'on est dans un autre monde et qu'on n'est pas accompagné pour ça. Et du coup, qui amène à certaines femmes à complètement à partir. Parce qu'il y a des femmes qui partent, mais moi, je pense que c'est parce que elles n'ont pas été accompagnées, ces femmes-là. Et malheureusement, même là, elles sont encore jugées. Bon, moi, je suis quelqu'un qui est très, comme je dis, je suis quelqu'un qui aime comprendre les choses et qui est très dans l'analyse. Donc Oui. peut-être certaines elles vont peut-être pas comprendre ce que je dis, mais moi je suis quelqu'un qui n'est pas dans le jugement et j'aime bien comprendre le pourquoi. Pourquoi ça t'a amené à cette situation-là. Donc je fais beaucoup d'analyses, je fais beaucoup de recherches. Donc voilà, même si voilà ça peut arriver à des conséquences assez violentes, mais moi je vois tout ce Tu parcours-là et quand je me même un dis bah esprit curieux vraiment sur, ouais. exactement, c'est ça. Et Mmh. en même temps, voilà, faire ces recherches-là, bah, ça m'a aidé parce que, bah, c'est là que pour la première fois aussi, j'ai entendu parler de dépression postpartum, qu'il y a eu de plus en plus de reportages là-dessus aussi. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, bah, je suis pas folle. En fait, j'ai vécu tout ça, mais en fait, on m'a jamais accompagnée là-dessus.
Donc jusqu'à aujourd'hui, hein, enfin, je sais que j'ai fait des dépressions postpartum, mais j'ai pas été diagnostiquée parce qu'aussi il y a très peu aussi de psychologues qui sont formés à ça aussi. Mais quand je regarde tous les symptômes en fait qu'il y a autour de la dépression postpartum, bah voilà, je les ai quasiment tous. Surtout en plus quand tu as un terrain dépressif, tu peux être encore plus sujet à ça. Et moi, je l'étais parce que j'ai toujours eu depuis jeune, bah ça c'est lié du coup à mes traumas du passé. Était dans un état dépressif par moment, sans comprendre pourquoi, justement, ces gros mal-être et tout. Mais justement, en fait, de commencer à comprendre mon état, et mon mari aussi qui a fait des recherches et qui m'a dit qu'il faisait des recherches, ça m'a hyper touchée qu'il fasse des recherches sur mon état. Et bah, il a commencé à me comprendre, et enfin, il a commencé, voilà, à comprendre que, bah, déjà que j'étais aussi normale, que voilà, j'étais pas folle, et que c'est des choses qui arrivent à certaines femmes. Et du coup, bah voilà, un peu plus soutenue. Ça t'a Et libéré un petit peu. ouais, ça m'a Mmh. libérée et ça m'a permis aussi de travailler mon histoire. Alors ça, c'était aussi compliqué, violent. Comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse et qui me remet aussi, qui a cette capacité de remise en question et tout ça. Donc j'ai fait ce gros travail toute seule. Donc c'était dur. Mais je l'ai fait parce que je me suis dit, je veux qu'en fait, que tout ce schéma-là, familial et au-delà aussi transgénérationnel, puisse s'arrêter avec moi. Je voulais pas, en fait, retransmettre cela à mes enfants, notamment à mes filles, parce que voilà, je dis, voilà, elles sont peut-être destinées à être mères et je veux pas qu'elles reprennent ce schéma-là, puisque voilà, j'ai des schémas assez répétitifs, qui arrivaient, et je voulais voilà que ce soit réglé. Donc voilà, j'ai fait un travail sur moi. Je j'avais pas de vision professionnelle, j'avais surtout une vision d'une conscience qu'il fallait que je me répare moi-même avant de pouvoir me projeter dans l'avenir. Et vivre tout ça dans sa vingtaine, c'est assez violent, hein, c'est assez Totalement. Mmh. violent, c'est assez lourd, c'est assez, et à la fois j'ai aussi vécu des belles choses. Donc c'était vraiment une vie intense. Je regarde avec un regard aujourd'hui. Ah vraiment, ouais, Mais, ouais. bon, mais je suis contente que ce soit passé dans ces moments-là. Donc au début, c'était assez dur parce que, comme je dis, j'étais en dépression. Donc il y avait des moments où c'était dur pour moi de m'occuper des enfants, mes enfants, et j'étais aussi dans l'incapacité de m'occuper d'eux. Donc j'étais beaucoup couchée, machin et tout. Et j'avais peur que mes enfants, plus tard, ils me le disent, en fait, qu'en gros, maman s'était pas occupée de nous, machin et tout. Mais mon mari disait en gros que j'étais pas bien, voilà, j'étais malade et que j'avais besoin d'aller bien. Et mes enfants, ils ont toujours eu un regard assez bienveillant quand même envers moi. Et comme je suis quelqu'un qui adore organiser des sorties, machin, tout ça, parce que c'est hyper important pour moi. J'ai du mal à jouer avec mes enfants, enfin voilà, faire des jeux de société ou des jeux et tout. Mon mari, il adore ça, donc ça c'est trop bien, on se complète. Donc mon mari il faisait ça et moi j'organisais beaucoup de sorties, donc voilà, ils adoraient, et en fait on passait des moments de qualité, donc c'était plus important. Et puis je commençais aussi à me libérer de cette image de mère parfaite qui doit tout faire, être sur tous les fronts, machin et tout, surtout que les réseaux sociaux n'arrangent rien, Non, hein. du tout, du tout. Même Non, si ça c'est sûr. j'ai cette faculté un petit peu à me détacher, mais encore une fois, enfin on est quand même tous influencés, hein, d'une manière ou d'une autre quand même, même si on a une lucidité, on est quand même influencés et c'est quand même dur et lourd. Donc voilà, ça m'a fait du bien de me détacher de cette image-là et de me dire voilà qu'on n'est pas parfait, et que aussi que ça nous a rapprochés avec ma mère parce qu'elle m'a parlé un peu plus de ses difficultés maternelles aussi, que j'ai pu voir, parce que encore une fois moi je suis l'enfant aîné de ma maman, donc j'ai pu constater quand même des difficultés parce que voilà, elle portait tout toute seule, machin et tout, mais je le voyais pas trop avec le regard d'une enfant, hein, comme des difficultés, mais plus comme une force, mais qu'elle puisse le verbaliser que c'était des difficultés, et ça m'a fait du bien. En fait, je me dis, mais en fait, on est toutes pareilles, en fait. C'est ça. On Mmh. est toutes Mais oui, de pareilles, ce on a que tu toutes nos disais justement difficultés, en nos début challenges dans la d'épisode. vie. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et du coup, ça m'a fait du bien parce que je pense aussi, ma mère, ça l'a libérée sur certaines choses, ce que je fais aujourd'hui. Donc, je vais en venir après de ce que je fais aujourd'hui. Mais ouais, ça l'a libéré certaines choses. On a pu avoir certaines discussions et tout. Et même le fait qu'elle m'ait dit par la suite qu'elle pense avoir fait une dépression postpartum à l'arrivée de mon frère, du coup son deuxième enfant. Et je me suis dit ah ouais, enfin c'est un truc de fou en fait. Et je me dis, mais c'est tellement important qu'on puisse communiquer avec ses enfants sur ces choses-là aussi, parce que
Bah, en fait, ça enlève ce côté-là, même de manière générale, hein, sur d'autres sujets, qu'on doit être parfait, parce qu'en fait, on est des êtres humains et personne n'est parfait. Et on a cette tendance à se dire bah, que non, que nos parents ont réussi certaines choses et tout, et c'est côté perfection alors que ça n'existe pas. Et je pense que ça nous libère de tellement de choses, de connaître certains aspects de la vie de nos parents, et ça nous permet de nous dire, enfin là, on est tous des êtres humains et qu'on galère tous, en fait, tout simplement. Donc ouais, ça m'a fait beaucoup de bien de parler de certains sujets avec ma maman, de son passé, de ce qu'elle a vécu elle, de voilà, de traumas aussi. Encore, je connais pas tout, hein, mais certains traumas aussi, bah, de ma grand-mère. Enfin voilà, ça a amené pas mal de choses, et j'ai pu travailler sur plein de choses sur un point bah, transgénérationnel, et puis j'ai pu avoir vu des points communs personnels dans ma famille, bah, notamment de santé mentale, hein. Donc voilà, non, en fait, ça m'a libérée sur plein de choses. Et justement, après, par la suite, j'ai pu voir justement la psychologue de la maternité, et qui était stupéfaite et ça m'a aussi touchée. Je me suis dit, ah oui, quand même, enfin, j'ai réussi à faire plein de choses toute seule, Ouais, même si c'était ouais, pas facile, évident, malgré parce que ça, ouais, c'est j'avais vrai. pas le choix, en fait. En fait, c'était vraiment, là, j'étais vraiment dans une image, c'était soit je vis, ou soit je meurs, en fait, c'était fini. Donc, si je vivais, bah, je suis obligée de travailler sur certaines choses, et même si c'est violent, bah, d'y aller. Donc, en fait, quand je lui ai expliqué mon histoire, depuis voilà, que je suis jeune jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai traversé, et moi, je lui disais très clairement, pour moi, vivre, en fait, chaque jour, pour moi, est un combat. Et en fait, elle a dit, ah oui, quand même, enfin, c'est fort ce que vous dites, que pour vous, c'est un combat. Mais vraiment, pour moi, chaque jour, c'était un combat. En fait, je vivais pas, je survivais, très clairement. Et chaque jour était un combat, parce que c'était savoir comment j'allais être, mon état et tout. Enfin, j'étais pas bien, donc c'était dur. Et j'avais pas de plaisir de vivre. Mais en même temps, elle a été hyper choquée de ma résilience et de ma capacité, justement, d'analyse et de travailler sur Exactement. moi. Et elle me Ouais, disait, mais c'est c'est fou. frappant. Elle Mmh. dit, parce qu'en fait, vous avez pas vu de psychologue? J'ai dit, non, j'ai vu personne. Et elle était hyper ouais, admirative, et moi j'étais choquée, parce que pour moi en fait c'était normal, parce que c'était ma normalité, mais apparemment non, en fait. Et en même temps aussi ça m'a fait du bien, parce que ça a remis du sens dans tout ce que j'ai vécu, et encore une fois de me dire bah, que je suis normale, je suis un être humain, c'est totalement normal, enfin normal dans le sens où bah, mes réactions sont normales, c'est surtout ça, en fait. Mes réactions sont normales, et après voilà, bah, j'ai appris ce que c'était la matrescence et tout ça, et je me dis ah ouais, en fait j'étais dans tout ça, en plus de ça j'étais dans bah, des traumas qui sont remontés, donc en fait oui, c'est normal que j'ai pété un câble, enfin au bout d'un moment, enfin c'est beaucoup pour un être humain, et donc voilà, donc ouais, ça m'a fait du bien. J'avais pas forcément ressenti le besoin de d'être plus accompagnée par une psychologue après. Euh, Parce que en fait, ça m'a énormément aidée. En fait, j'avais beaucoup cheminé pardon, toute seule, donc je voyais pas une psychologue pouvait m'apporter en plus. Mais en fait, c'est vraiment des faits. Par exemple, l'infirmière, du coup, qui m'a apporté son écoute, qui m'a fait du bien. La psychologue aussi, qui était vraiment dans une bienveillance, mais vraiment une vraie bienveillance, pardon, qui m'a fait du bien. Donc en fait, ces choses-là m'ont vraiment fait du bien et m'ont aidé à avancer sur mon histoire et régler des choses dans ma vie. Et en fait, ça a réveillé plein de choses après en moi et tout ça. Et donc voilà. Et c'est ce qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui. Donc, en fait, c'est devenu une évidence. C'est devenu complètement une évidence, que franchement, je me posais plein de fois la question de est-ce que je reprends mon métier? Donc, voilà, je suis coiffeuse. Est-ce que je reprends mon métier de coiffure? Et c'était clair pour moi que ce serait pas un salon de coiffure, parce que je travaillais, c'était pas compatible avec l'image que je me faisais de la vie de famille. Donc, c'était soit que je reprenais à mon compte, ou soit pas du tout, je me lançais dans autre chose. Et donc voilà, donc je me posais beaucoup de questions, c'était dur, et à un moment donné, bah, j'ai lâché prise, parce que je me suis dit, de toute façon, là, il faut que je puisse d'abord aller bien moi-même avant de faire autre chose. Et que je puisse aussi profiter d'être avec mes enfants, enfin, trouver cette harmonie, parce que justement, pour moi, je l'avais pas encore, et c'était, avec tout ce que j'avais traversé, enfin voilà, c'était dur. Donc voilà. Et en fait, c'était devenu totalement évident, en fait. Donc aujourd'hui, je suis accompagnante postnatale et coiffeuse bien-être. Donc, c'est une évidence, parce que j'ai toujours voulu accompagner de manière différente. Je me rappelle, avant de choisir le métier de la coiffure, j'ai voulu devenir éducatrice spécialisée, donc travailler avec des personnes porteurs d'handicap,
Je l'ai pas fait, je me suis pas dirigée vers ça parce que comme je le disais, je suis quelqu'un d'hypersensible et j'avais peur de pas réussir à gérer. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui est très dans l'écoute, qui est très justement, bah, comme je disais, quelqu'un qui n'est pas dans le jugement, qui essaye de comprendre les autres avant de juger, voilà, les actes et tout ça. J'ai toujours été comme ça. Donc même le métier de psychologue, ça m'aurait beaucoup plu, tout ça. Mais voilà, bah, à l'école, on te met très vite dans une case et voilà, par rapport à plein de choses, voilà, on m'a un peu fermé les portes et j'ai dit voilà, bah tant pis, je ferai pas ça. Mais en même temps, comme je disais, je suis quelqu'un qui adore la mode, qui adore tout ça, cet univers-là. Donc j'ai adoré tout ce qui était esthétique, coiffure et tout. Donc je me suis lancée dans la coiffure, donc ça me ressemblait très bien aussi. Et donc voilà, et en fait voilà, ce métier d'accompagnement est totalement une évidence. Donc faut savoir que quand j'ai eu ma fille, donc mon deuxième enfant, je commençais à me poser des questions parce qu'avant, comme je disais, je suis arrivée dans la maternité, je me posais aucune question. Pour moi, c'était dans l'ordre des choses, quelque chose de naturel. Voilà, je me posais pas de questions, c'était comme ça. Mais j'ai commencé à me poser des questions plus sur le côté accompagnement parce que j'ai jamais eu de gros problèmes sur mes allaitements, parce que moi j'ai allaité, comme je disais, tous mes enfants, notamment ma fille, un allaitement long. Je trouvais que c'est pas cool qu'on n'ait pas beaucoup d'infos sur l'allaitement. Euh, et du coup, je me suis renseignée par moi-même. Je suis toujours renseignée par moi-même. Et déjà à l'époque, donc en 2015, 2016-2017, pardon, j'ai cherché une formation pour accompagner les femmes dans leur allaitement. J'ai pas pu faire cette formation parce que je suis pas issue du milieu médical, donc c'était réservé qu'au médical. Donc voilà, donc j'ai fermé cette porte, mais j'avais toujours ce truc-là de vouloir accompagner les mamans. Donc en fait après j'étais doula déjà sans même le savoir parce que j'ai accompagné des copines, des connaissances, elles venaient tout le temps vers moi pour avoir des conseils, des astuces, parce que je pense qu'elle ressentait chez moi qu'il n'y avait pas ce truc que tu dois faire, en fait, et c'est tout. Il y avait vraiment cette écoute, j'apportais une écoute, j'apportais un soutien et j'apportais aussi mon expérience personnelle et comment je faisais, mais j'imposais rien aux gens. Et je pense que c'est ce que les gens, ils étaient attirés par ça vers moi et je pense qu'ils sentaient qu'ils pouvaient me dire certaines choses qu'ils n'oseraient pas dire à quelqu'un d'autre parce que moi, je mettais aucun jugement sur ça. Et donc voilà, j'ai accompagné des femmes comme ça, hein. J'ai accompagné des femmes et j'aimais beaucoup ça aussi. Et, euh, et du coup, en faisant mes recherches, parce que voilà, je faisais beaucoup de recherches autour de la parentalité et tout, de la natalité, et j'ai découvert le monde des doulas. Donc, je me rappelle dans dans une émission, et je me suis dit, oh, mais c'est trop bien et tout. Voilà, c'était tout nouveau, on en parlait tout juste et tout. J'ai dit, mais c'est génial et tout ça. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur des écoles et tout ça. Mais comme vous avez compris, hein, dans mon histoire personnelle, j'étais pas du tout disponible. Donc je mettais ça de côté. Et en fait, c'est vraiment venu une évidence au moment où j'allais mieux, où vraiment en fait, tout s'est vraiment remis dans ma tête et c'était juste une évidence, en fait, d'aller tendre vers ce métier-là. Et en même temps, j'aime trop ce que je faisais. Mon métier, j'adore la coiffure. Et je me suis dit, mais pourquoi pas allier les deux? Donc, généralement, dans le monde de l'accompagnement, vous allez avoir des femmes, voilà, qui vont vous accompagner et qui vont vous proposer des soins bien-être autour du massage, C'est autour du vrai. Mmh. rigolo, autour de toutes ces relaxations-là, soit la sophrologie et tout ça. Et moi, je me suis dit, mais je suis coiffeuse, pourquoi pas justement apporter ce côté-là? Parce que généralement, quand tu es jeune maman et tout, t'as pas envie d'aller chez le coiffeur ou même, enfin voilà, j'ai pensé à ces femmes-là, si jamais il y a des personnes qui ont parcours de vie similaire, qui a pas envie d'aller justement qui n'a même pas la force d'aller chez le coiffeur et tout, moi je peux venir à elle en fait. Donc je me suis dit, en fait, c'est totalement logique. Et en fait, je voulais plus pratiquer mon métier comme je le faisais avant. Je voulais vraiment plus de soins, plus de bien-être et tout ça. Donc plus de naturel. Enfin voilà. Et j'avais vraiment eu un cheminement où voilà, je voulais vraiment éliminer tout ce qui est chimique et tout ça. Et aussi dans mon métier, je me retrouvais plus là-dedans. Et du coup, voilà, je suis beaucoup dans le soin. Donc, je fais beaucoup de massages crâniens. Je traite aussi les soucis de cuir chevelu par les poudres de plantes, huiles végétales. Donc voilà, je suis vraiment une analyse, donc c'est vraiment plus poussé. Et c'est aussi de la coloration végétale. Donc voilà, donc c'est ouverte à toutes les femmes, hein, que ce soit en postpartum ou non. Donc c'est ouvert vraiment à toutes
mais vraiment une parenthèse bien-être, vraiment apporter une expérience bien-être par le soin capillaire. Donc voilà, donc je me suis lancée dans cette aventure d'accompagnante postnatale et bah ça fait c'est tout récent, donc je me suis lancée officiellement en novembre et voilà, donc depuis peu, voilà, je suis sur cette aventure et je suis trop contente et voilà, encore une fois, c'était tellement une évidence et pour moi aussi c'est bah oui, mon expérience voilà de maman et aussi bah ce petit être qui est parti mais qui m'a guidée aussi quelque part vers ce métier-là. Ouais. Euh, ouais, je pense Alors voilà, enfin peut-être que tu l'as pas dit, mais justement le nom de oui. ton entreprise, Cocon Mama, Oui, c'est ça? Ouais. oui, exactement, Cocon Mama. Voilà, pour pouvoir aussi le dire, en tout cas pour celles qui seraient, intéressées, en tout cas, et aller voir Ouais, aussi, ta page, même si je le relayerai de toute façon tout ça, toutes ces informations au moment de la diffusion de l'épisode. Mais c'est vrai que ton exact. parcours est juste incroyable. Je pense que toutes, qui vont écouter cet épisode vont vibrer aussi, vont avoir ces frissons que Ouais, j'ai pu avoir aussi, ces émotions aussi qui nous traversent, et quelle mmh, résilience. Vraiment, c'est merci. juste incroyable parce que c'est vraiment ce qui te caractérise, quoi. C'est cette force et Ouais, cette résilience, et surtout cette façon dont tu as de pouvoir déposer les choses telles qu'elles sont, en fait, et mmh, d'acter, en fait, tout ça avec une telle hauteur. C'est juste, vraiment incroyable, Sarah Mama. Vraiment, merci ce beaucoup. message et cette voix que tu portes là, je sais pas si tu t'en rends compte, mais a beaucoup de force et beaucoup de résonance, en fait, vraiment. Donc, déjà, merci pour avoir déposé tout ça. Et peut-être que pour terminer cet épisode, je te poserai deux autres questions. Tu en as parlé rapidement Mmh, sur tes origines, donc ivoiriennes et guyanaises. oui, J'aime bien aussi terminer les épisodes en posant justement les questions à ces mamans qui ont de merveilleuses origines comme les tiennes. Savoir si toi, dans ton quotidien, tu as des soins, des rituels notamment que tu continues de pratiquer, peut-être autour de tes mmh enfants ou pour toi-même, autour de la mh, maternité bien évidemment ou de l'enfance. Donc mmh. tu pourrais nous partager un ou deux, en tout cas là en fin d'épisode. Oui, alors, oui, du coup, ouais, je suis d'origine guyanaise et ivoirienne. Faut savoir qu'on va dire que, ma culture, en tout cas dans ma jeunesse, n'avait pas forcément, bah, une grande place parce que ma maman, elle a grandi avec son père, enfin pas avec sa maman assez jeune, elle est venue en France assez jeune. Ma mère est guyanaise du coup, heu ma grand-mère, en fait, elle est surinamienne. Donc, c'est vraiment ce qui nous sépare entre la Guyane, c'est vraiment un petit fleuve qui sépare le Suriname de la Guyane. Heu, donc voilà, je suis trop contente de parler de mon pays et de mes origines parce que je sais que c'est pas beaucoup connu, le côté, enfin la Guyane et tout ça. Donc voilà, ma grand-mère est Bushilingué donc voilà, il y a plein de rites en fait donc en fait, juste rapidement pour l'histoire, en fait, les Bushilingués, en fait, ce sont les descendants des Noirs marrons, pardon, ceux qui se sont en fait enfuis dans la forêt pour fuir l'esclavage. Euh, donc voilà, et ma grand-mère voilà est issue de cette ethnie-là. Et bah il y a plein de rites qui vont ressembler en fait aux Africains, certaines tribus africaines. Donc voilà, mais après voilà, ma maman n'a pas, on va dire, fait tous ces rituels. Donc il faut savoir, bah, encore une fois, il y a tellement de choses qui se ressemblent avec l'Afrique, notamment en fait en postpartum, pour pouvoir justement éliminer tout le sang en fait, bah voilà, que une fois que tu accouches et tout ça, et bah tu fais des bains en fait, des bains rituels, donc avec des plantes et tout ça, pour pouvoir vraiment te purifier. Donc ça a un appel aussi spirituel, voilà, parce que ça te permet en fait de passer en fait de cette jeune femme à cette mère, à cette femme, et vraiment en fait comme un rituel de passage, justement de la matrescence, en fait, tu deviens une nouvelle personne à chaque fois. Donc il y a ce côté rituel là, et puis il y a ce côté aussi bah tout ce qui est fait bah médical, médicinal, où tu vois ça permet de nettoyer en fait tout ce qu'il y a dans ton ventre. On pratique aussi l'attaché du ventre, donc vraiment avec un pagne ou avec un bandage, voilà, se bander le ventre. En fait, ça permet à ce que l'utérus se remette en place. Euh, donc c'est vraiment des choses qui ressemblent. Bah moi je sais que bah, mon père du coup il est ivoirien. C'est quelque chose que tu vas retrouver en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose que tu vas retrouver en Haïti. C'est des choses vraiment que tu vas retrouver dans toutes les cultures en fait africaines ou antillaises ou quoi. Il y a des choses vraiment qui se ressemblent. Donc voilà. Donc, ma mère ne l'a pas forcément pratiqué, mais je sais que toujours, c'est quelque chose qui nous suit. Même mon père me disait, bah voilà, attache ton ventre, fais-le,
important et tout. Donc voilà, oui, j'ai eu ça. Le fait de, je parle beaucoup créole à mes enfants maintenant. C'est important parce que pour moi, c'est une transmission de qui je suis, de nos racines, de nos Mais cultures. oui. Et voilà, Mmh. la Mmh. langue en fait partie, donc c'est hyper important. Mmh. Et Ouais. aussi, au niveau du postpartum, oui, je prends la plante en fait du vitivier, donc le camaré, ou chez nous en Côte d'Ivoire, on appelle ça le gongolili. Donc c'est une plante, donc racine de vitivier, que tu vas plonger, que tu prends en postpartum, mais il faut pas en abuser parce que souvent il y en a beaucoup, hein, puisque là on en parle beaucoup plus de cette plante maintenant, c'est un peu à la mode et on la prend un peu n'importe comment, mais il faut faire attention parce que ça peut, si jamais tu as des problèmes d'anémie, ça peut empirer en fait. D'accord. OK. Donc c'est Mmh. bien postpartum, elle est très populaire en postpartum. Pourquoi? Parce que justement, ça va te permettre d'éliminer en fait justement tout le sang en fait que que tu as accumulé pendant ta grossesse. Donc ça va vraiment te permettre d'éliminer, ça va permettre justement de réduire les tranchées. Et ça va vraiment permettre de récupérer à l'intérieur. C'est hyper bon justement pour les règles. Donc généralement on le donne aux jeunes filles. Donc pareil, c'est un peu aussi, on peut le voir un peu comme un rituel de passage de la petite fille à la jeune femme parce que voilà, non tu prends ça parce que voilà, tu as tes premières règles et tout. Voilà, donc ça réduit, mais vraiment moi qui l'ai testé, qui est de base des règles très douloureuses, ça soulage vraiment beaucoup au moment des menstruations. Ça permet aussi de fluidifier les sécrétions vaginales. Euh, donc ça, c'est top. C'est très bien aussi si tu fais de l'endométriose ou les syndromes des ovaires polykystiques aussi. Donc, c'est vraiment en fait la plante de la femme pour D'accord, représenter super. et Ouais. pour avoir un Mmh. comparatif en Occident. On va Ouais. beaucoup parler de la feuille de framboisier. Voilà, chez nous, Oui, c'est c'est beaucoup vrai, c'est la ça. plante du tibier. Donc ouais, OK, donc c'est vraiment quelque chose que je conseille beaucoup et super. notamment le beurre de karité chez nous, c'est vraiment un peu Mmh. notre or, hein. Ouais, c'est ça. On Mmh. l'utilise pour tout, donc pour le massage, que ce soit pour se frotter la peau, le corps. Moi, je m'enduis le corps avec, même mes enfants. Enfin, j'ai pas de crème pour le corps, moi, c'est le beurre de karité. Et c'est parfait, voilà, pour l'élasticité, pardon, de la peau. Donc voilà, Beh, de bien sûr, vergeture, ouais. Mmh. Ouais. pour les massages, enfin, vraiment tout, hein, en Ouais. l'utilisant Ouais, pour ouais. tous les qualités. Moi, je le conseille aussi beaucoup pour les mères, si jamais tu as des crevasses, tu peux prendre le beurre de Oui, karité, c'est génial. c'est vrai. Donc, Ouais. voilà, pour la peau, pour les cheveux, enfin, ça fait vraiment tout, le J'adore, beurre de karité. j'adore. Des merveilles. Merci beaucoup. Mais Ouais, moi, donc j'adore voilà. Après, moi, voir un petit peu, ouais. Ouais. j'aimerais beaucoup me renseigner un peu plus aussi sur les plantes, voilà, des richesses qu'il y a chez nous, parce qu'il y a des très, très belles Bien richesses sûr, qu'on ouais. exploite très, très peu, mais qui reviennent aujourd'hui. Les gens, il y a vraiment un retour, en fait, aux Oui, c'est vrai. sources, je Mmh. trouve maintenant, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui était oublié et mis de côté. Et Mmh. maintenant, même pour les anciens, hein, même ceux qui ont grandi dans leur culture et tout, mais maintenant, il y a un gros retour aux sources et beaucoup vont C'est chercher, vrai. voilà, ce qu'il y Mmh. a. Donc ouais, j'aimerais beaucoup me renseigner un peu plus là-dessus, mais voilà, Mais de mon oui, côté, je pense que tu on essaie. chemines déjà énormément, tu te nourris déjà énormément, donc ouais, ouais, attends, tu as Oui, 30 ans, tu as encore plein de choses à nous apprendre ouais, aussi, à nous transmettre. Je trouve ça dingue, vraiment, tout cumulé là, je n'en reviens toujours pas en fait de tout ce par quoi tu es passée. En tout cas, merci, beaucoup, pour ces merveilleuses, en tout cas, petites astuces que tu viens de nous donner aussi et ces conseils aussi, sur la richesse aussi de tes origines. Peut-être pour terminer, cet épisode, Sarah Mama, peut-être, est-ce que tu as un message? Alors, tu en as passé plein au cours de cet épisode, mais ouais, j'en ai est-ce passé que, plein. est-ce que peut-être pour terminer, voilà, un qui te tient vraiment à cœur particulier, pour terminer et pour toutes ces femmes, toutes ces mamans qui vont t'écouter. Mmh. Ouais, alors le message que je fais passer, que j'essaye de faire passer un maximum déjà sur ma page et auprès des femmes que je rencontre, c'est vraiment de ne restez pas seul. Vraiment, ne vous isolez pas. Après, je sais que c'est pas facile parce que c'est des mots qu'on dit et je me rends compte même encore sur le terrain que c'est compliqué parce qu'on est vraiment conditionné aussi par la société et ce qu'on Ouais. nous reçoit, qu'on nous renvoie, pardon, c'est que même quand tu essayes
de crier à l'aide, c'est compliqué. Mais justement, d'aller vers des personnes de confiance, que ce soit vos doulas, même vos sages-femmes, parce que voilà, il y a des pros de la santé qui sont vraiment en or. Donc vraiment des personnes de confiance, même voilà, des amis proches, où vous sentez, vous pouvez vous livrer, faites-le, parce que moi, j'ai attendu. En même temps, c'est vrai que je savais pas, mais j'ai aussi beaucoup pris sur moi aussi. Parce que, voilà. Et en fait, après, c'était la goutte, c'était trop. Donc, c'est vraiment ce que je préconise un maximum, c'est de ne pas rester seul et de pas minimiser votre vécu, parce que ça, c'est hyper important de pas minimiser les faits. Donc voilà, c'est vraiment le message que je veux faire passer et de vraiment de prendre au sérieux la santé mentale en général. Moi, je fais beaucoup de prévention à dépression postpartum, mais à la santé mentale aussi en général chez les mères, parce que c'est quelque chose encore tabou, je trouve, trop tabou, alors que ça ne devrait pas, et tout ce qui est lié. Donc voilà, n'hésitez pas si vous sentez une faiblesse, si vous ne vous sentez pas bien, si déjà vous êtes légitime de ressentir ça, et n'hésitez pas d'aller vers des personnes de confiance. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas de venir vers moi si vous en avez besoin. Mais oui. De toute façon, je relayerai les informations et le message est clair, en tout cas. Et voilà, je le répète encore, merci pour cet épisode extrêmement puissant et ce message de résilience aussi qui est très fort et qui, en tout cas, peut soutenir aussi toutes les mamans qui traversent ou qui ont traversé aussi des passages de vie aussi difficiles et durs, similaires aux tiens. Donc vraiment encore merci Sarah Mama de m'avoir envoyé ces messages sur mon compte Instagram, vraiment. J'en savoure encore plus aujourd'hui l'impact et la nécessité. Donc voilà, vraiment du fond du cœur, merci. On continue de te suivre, en tout cas dans tes aventures, dans ce que tu partages aussi sur ton compte, qui est très précieux dans cet accompagnement que tu offres aussi à toutes ces femmes et à toutes ces mères. Donc voilà, merci du fond du cœur et à bientôt. Merci beaucoup Marion, à bientôt. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamelle le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamelle, c'est aussi un site internet, mamelle.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.